toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez très bien. Euh, Bienvenue pour ce webinaire, comme on l'a dit, qui va porter sur la finance islamique au service du développement du secteur financier dans la zone CEMA. Nous aurons environ 2 heures d'échange, euh, des interviews qui vont chacun essayer de couvrir en tout cas un pan de cette thématique. Et puis, voilà, nous allons avoir des échanges interactifs, des questions, des séances de questions-réponses qui permettent à tout un chacun d'éclaircir des zones qui n'auraient pas bien perçues. Euh, Nous aurons la chance que ce webinaire soit modéré par ma sœur Sidibé, voilà, qui aura cette lourde responsabilité de pouvoir conduire ce webinaire. Je vous remercie. Je m'appelle Sidibé Aminata, comme le disait le frère Abbas Chéri. Je suis journaliste à la radio Nour TV, basée à Libreville au Gabon. Je suis aussi une jeune créatrice de contenu et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir cette lourde tâche-là de modérer ce magnifique panel. La seule dame, la première dame qui est parmi nous, elle s'appelle, il faudrait pas que j'écorche son nom, Fadila Foupoanini Mich, qui est du Cameroun et elle est auditeur en conformité financière. Elle a des compétences en intelligence artificielle et automatisation en finance éthique et islamique, conformité réglementaire, optimisation, autant pour moi, des processus, inclusion financière et stratégie de développement professionnel polyvalent en finance, audit et éducation. Mamoudou Mamadou, directeur de la fenêtre islamique chez Afriland First Bank, qui a été fondée en 1996-87, autant pour moi, et qui est un acteur majeur du secteur financier en Afrique centrale, banque de référence, et s'appuie sur un vaste réseau de correspondants internationaux, garantissant ainsi à sa clientèle un accompagnement efficace sur les 5 continents. Et on va terminer avec Monsieur Abbas Chérif, qui est consultant indépendant chez Islamic Development Bank, qui a été établi en 1975. Je pense que tout le monde connaît bien cette banque très reconnue. Moi, je vais un peu essayer de briefer un tout petit peu euh, les intervenants et tous ceux qui sont avec nous. Cette banque a pour mission de participer au capital social et d'accorder des prêts pour des projets et des entreprises productives ainsi que d'apporter une assistance financière aux pays membres sous d'autres formes. Donc, c'est un peu ça. Je pense que le décor a été planté et on se connaît tous maintenant. Pour un peu, vu que vous êtes, on a 3 intervenants qui viennent du Cameroun. Moi, je suis du Gabon. Donc, pour vous montrer que nous sommes très courtois, on va débuter par vous, vu que vous venez de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. On va débuter par vous, Inch'Allah. Si vous pouvez commencer le débat là, sur le thème, sur le système financier islamique au cœur du développement de la zone CEMAC. Donc, vous avez la parole. Voilà, donc vraiment, le système financier islamique, c'est un système économique et financier qui repose vraiment sur les principes de la jurisprudence islamique, donc qu'on appelle communément la charia. Mais en termes de charia, nous nous situons en fait dans ce qu'on appelle la jurisprudence des transactions, voilà, charia mu'amalat, qui essaie de régir en tout cas toutes les interactions entre les différentes personnes. Donc, la finance islamique fait la promotion de l'entrepreneuriat. Elle promeut aussi l'acceptation du profit en corrélation avec le risque. Voilà, et elle fait partie d'une catégorie qualifiée de finance éthique, voilà, où vraiment la responsabilité sociétale des entreprises, en tout cas de tout ce qui est fait, est vraiment assez importante. Quelques préjugés sur la finance islamique que nous allons essayer de balayer. Donc, une finance islamique réservée uniquement aux musulmans, ce n'est pas le cas. La finance islamique s'adresse à tout le monde.
Elle demande juste des conditions comme tout type de finance. Même la finance conventionnelle ne finance pas à n'importe quel prix. Elle a des critères de sélection, elle a des choix, elle a des analyses, elle a aussi une politique de gestion de risque aussi qui va conditionner un peu les différentes interventions. C'est pareil pour la finance islamique. Il y a un certain nombre de règles à respecter, mais toute personne déjà prête qu'on appelle ça, déjà prête à se soumettre à ces règles est admise au financement, est éligible au financement islamique. Ensuite, ok, d'accord. Donc, euh, la finance aussi est qualifiée parfois de pays du Golfe, finance des pays du Golfe. Donc, parfois, il y a des rumeurs qui font circuler le fait que ce sont des mannes financières issues du pétrodollar qui permettent d'alimenter la finance islamique. Donc, pour ces raisons-là, euh, peut-être qu'elle n'est pas rigoureuse ou bien elle est philanthropique, etc. Et tout ça, ce n'est également pas le cas. La finance islamique prenant beaucoup plus de risques a même besoin, on pourrait le dire, de beaucoup plus de profit. Ensuite, une finance, comme je l'ai dit, exclusivement philanthropique, sans garantie, sans exigence de garantie, ce n'est pas le cas. Il y a tous ces mécanismes-là de garantie, de sûreté qui sont également prévus dans la finance islamique. Source de financement du terrorisme, surtout dans notre zone d'Afrique subsaharienne, on a malheureusement eu une coïncidence qui a fait que l'émergence ou bien l'avènement de la finance islamique a coïncidé avec une vague d'attentats terroristes au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans certains autres pays, Boko Haram aussi, en Afrique, dans d'autres régions. Donc, certains ont trouvé une corrélation entre cette émergence de finance islamique-là et le financement de ce terrorisme. Il n'en est rien, car le terrorisme est quelque chose qui est déjà proscrit, banni de l'islam. Donc, il n'y a pas de raison que la finance islamique puisse servir de backup à ce genre d'activités-là qui sont proscrites. Ensuite, une finance risquée, sans gouvernance. On le verra un peu plus dans ce webinaire. La finance islamique est une activité qui est très encadrée et qui a vraiment besoin de beaucoup de contrôle, il y a en tout cas beaucoup de pare-feux qui permettent vraiment de gérer tout ça. Ensuite, une finance pour arabophones. Écoutez, c'est vrai qu'il y a une bonne partie de la littérature en finance islamique qui est en arabe, mais n'empêche qu'aujourd'hui, la documentation en anglais, en français, dans d'autres langues, même en russe, est en train de s'intensifier beaucoup plus. Donc aujourd'hui, toute personne, peu importe la langue qu'elle parle, a la possibilité de vraiment mener une carrière assez prometteuse en finance islamique. Une fois qu'on finit de balayer ces préjugés, on va passer aux différents principes. Alors, on a deux catégories de principes. Il y a les principes positifs, ok, qu'on appelle les principes d'obligation, et il y a les principes négatifs qui sont les principes d'interdiction. Donc, il y en a beaucoup, mais j'essaie de synthétiser puisque j'ai que 15 minutes d'intervention. Donc, j'essaie de synthétiser pour que tout un chacun puisse quand même avoir la substance de ces principes-là. Donc, on a une obligation d'adossement à des actifs tangibles. Donc, tout financement, enfin, toute transaction en finance islamique, en tout cas, doit être adossée à un actif tangible. Les actifs virtuels, les actifs qui ne sont pas véritablement réels, ne sont pas admis au financement islamique. Il y a une catégorie de contrats qu'on appelle les contrats participatifs, voilà, ou les contrats de partenariat, voilà, qui répondent spécifiquement à la règle de partage de pertes et de profits. Donc, si une institution décide éventuellement de mettre en place ce type de contrat, elle va entrer en partenariat, elle va prendre la participation dans le capital du projet qui lui est soumis, et puis à terme, elle va signer en début de contrat, elle va signer une clé, elle va convenir d'une clé de répartition entre les demandeurs de financement et puis l'institution. Bon, on le verra un peu plus tard. Ensuite, une corrélation, comme je l'ai dit tantôt, entre le risque et le rendement. Donc, plus on prend de risques, plus on a droit à un rendement. Donc, cela aussi est un peu visible dans la clé de répartition des différents instruments participatifs parce que, généralement, voilà, il y a une des parties qui va prendre beaucoup plus de risques. Maintenant, les principes d'interdiction. Donc, on a le principe de l'interdiction de l'intérêt de l'usure. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, dans la finance conventionnelle, les deux termes existent. Intérêt, c'est une majoration sur un prêt en numéraire qui est admis. Voilà. Et, enfin, est admise une majoration. Et l'usure, c'est la même majoration sur un prêt en numéraire, mais qui dépasse le seuil réglementaire qui aura été fixé. En finance islamique, ces deux thèmes sont proscrits. Voilà. L'intérêt n'est pas permis, l'usure non plus n'est pas permis, même si
Parfois, cela donne lieu à certains amalgames, mais il faut le dire que dans la forme telle qu'ils sont pratiqués aujourd'hui, ni l'intérêt ni l'usure ne sont autorisés en islam. Ensuite, l'incertitude et la spéculation. Il est intéressant, il est important, très important, de stipuler vraiment des clauses assez claires dans les contrats. Il ne faut pas laisser libre cours à une certaine incertitude. Il faut que les choses soient claires. Il faut éviter aussi de spéculer. Voilà, il faut que, en tout cas, les principales, on va dire, parties du contrat soient vraiment bien définies, ou le mécanisme de fixation de ces différents thèmes de contrat-là soit également défini. Donc, il y a certains produits, par exemple, on peut dire que on va contractualiser aujourd'hui pour, par exemple, une opération qui va se faire peut-être dans quelques mois, et on peut dire que, par exemple, on va se mettre 100 francs en dessous du prix qui sera fixé à la date de temps. Voilà, donc ça se fait un peu avec le marché d'échange. Donc, par exemple, le taux de la banque centrale du jour, on peut se mettre, par exemple, à un certain pourcentage de ce taux-là. Donc, ce sont des indicateurs de référence comme ça qui peuvent être admis en finance islamique, mais en tout cas, il faut définir clairement ce mécanisme de fixation. Donc, il faut aussi éviter tout ce qui est activité qui est liée, enfin, qui se tient dans les secteurs illicites. Donc, pas d'alcool, pas de tabac. En tout cas, tous les secteurs qui sont prohibés par la jurisprudence islamique sont également exclus de l'univers d'investissement des banques, des microfinances et tout ça. Ensuite, l'interdiction de la thésaurisation. Il n'est pas permis pour le musulman ou bien pour une institution de thésauriser, c'est-à-dire garder de l'argent de part devers soi, éviter de l'injecter dans le système. C'est vrai, on peut constituer une épargne de réserve, ok, une épargne de sécurité, ça c'est vrai, mais au-delà d'un certain pourcentage, je pense que ça devient de la thésaurisation. Il y a des gens qui ont 20 ans, 30 ans de vie, d'épargne, qui sont encore amassés quelque part dans un compte. Cet argent aurait pu servir à dynamiser un système ou bien un domaine, un secteur d'activité, mais un seul individu, un seul agent économique va garder cet argent-là devant lui. Ce n'est pas quelque chose qui est encouragé par l'islam. Donc, l'islam encourage beaucoup l'investissement, la prise de risque, la prise d'initiative. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment assez encouragées en islam. Ensuite, on a aussi des principes éthiques qui sont quand même assez importants. La justice contractuelle, peu importe le contrat qui sera signé, il faut préserver en tout cas, qu'on appelle ça, il faut préserver l'intérêt des deux parties. Donc, il ne faut pas parce que la banque est dépositaire ou bien la banque est propriétaire de plusieurs institutions, enfin plusieurs fonds, qu'elle va contractualiser avec un individu tout en, par exemple, on va dire menaçant ses intérêts à son propre profit. Ça, c'est pas autorisé. Ensuite, on a aussi la conformité. Donc, tout ce qu'on fait doit être conforme à l'islam. Et la plupart des institutions, toutes les institutions financières islamiques à travers le monde ont cette obligation-là d'avoir ce qu'on appelle un conseil de conformité ou un charia board ou un comité de conformité selon les juridictions. Mais c'était très important d'avoir ce collège-là d'experts en jurisprudence qui vont superviser toutes les transactions, toutes les activités, la communication, le mode de rémunération, les produits, les contrats qui sont signés, s'assurer que tout cela soit conforme à la jurisprudence islamique. Donc, c'est très important cet aspect de conformité. Et puis aussi, il y a le concept de baraka, voilà, qui est une sorte de grâce que le Tout-Puissant peut mettre sur votre activité quand vous respectez un certain nombre de principes éthiques, quand vous respectez un certain nombre de principes moraux, et ça vous permet de vous mettre à l'abri de pas mal de choses en tout cas. Ceci étant, on va passer vraiment à l'encadrement. Comme je l'ai dit tantôt, l'encadrement de la finance islamique est quelque chose quand même qui est pris très au sérieux. Il y a plusieurs couches d'encadrement. On parle de la couche, on va dire, internationale, voilà. Donc, la couche globale, donc la jurisprudence, comme on l'a dit, jurisprudence et transactions, fiqh amalat. Donc, tout ce qu'on fait tient dans cette branche-là du fiqh, cette branche-là de la jurisprudence. Certes, on a 4 écoles de pensée juridique aujourd'hui qui sont majoritairement admises à travers le monde, mais il y a certains organismes qui essaient de faire, on appelle ça de la normalisation, donc essayer de faire un consensus entre les différents savants, entre les différents érudits de ces différentes écoles de pensée-là, afin de sortir un cadre qui permettra à tout le monde de pouvoir mener ses activités. Ensuite, n'oubliez surtout pas, hein, Madame Sidibé, n'oubliez surtout pas de m'interpeller sur le temps, parce que je peux parfois être un peu, voilà quoi, oublier un peu et puis m'emballer un peu. Donc, ensuite, au niveau de cet encadrement, on a donc l'AOFI, voilà, qui s'occupe de tout ce qui est standardisation en termes de comptabilité.
en termes d'interprétation de jurisprudence. Donc, ils ont des normes qu'on appelle des normes charaïques. Ils ont des normes comptables, des normes de gouvernance. Donc, ça permet vraiment d'établir ces règles-là que toutes les institutions, mais toutes les juridictions qui vont les adopter vont pouvoir suivre. Ensuite, on a aussi l'IFSB, voilà, qui est aussi un organe de normalisation qui aussi essaie d'émettre des normes permettant à tout le monde de pouvoir fonctionner. Ensuite, on a parfois des lois, on va dire, selon les juridictions, soit c'est communautaire, soit c'est national. On a un cadre qui permet aussi, à une échelle un peu plus bas, de pouvoir, on va dire, légiférer en prenant en compte les spécificités des différentes zones. Donc aujourd'hui, on a là, aujourd'hui, par exemple, dans les différentes régions qui nous intéressent, la COBAC au niveau de l'Afrique centrale et puis la BCAO qui est au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On a aussi l'AMF, UEMOA, au niveau de la UEMOA, qui est l'autorité des marchés financiers, qui s'occupe de tout ce qui est marché des capitaux. On a aussi la COSUMAC au niveau de l'Afrique centrale, qui essaie de réguler un peu cette activité-là. Et on a la conférence interafricaine des marchés d'assurance, la CIMA, qui vraiment essaie de réguler tout ce qui est marché des assurances. Et on a aussi l'OADA, qui aussi essaie de faire cela à son niveau, au niveau de tout ce qui est harmonisation du droit des affaires. Donc tout ça, ça fait partie on appelle le référentiel, en fait, en général, dans la technique, c'est le référentiel. Ensuite, on a le cadre interne, voilà, qui peut être composé, quand je dis interne, c'est-à-dire au niveau de chaque institution ou au niveau de chaque pays, qui peut être composé du Sharia Board central, comme on le dit, ou le conseil consultatif de la Sharia, ou bien, chez nous, on dit conseil de conformité central. Donc, au niveau de la Banque centrale, mais de l'autorité de régulation, on a toujours ce collège d'experts-là qui vont essayer de légiférer sur tout ce qui est activité au niveau de la finance islamique et tout ce qui est au sein d'une institution, on a le même collège qui, lui, va essayer aussi de statuer sur tout ce que tout le monde fait en interne et que s'assurer que c'est quand même assez correct avec la jurisprudence islamique. Certains pays, comme le Maroc, ont une spécificité. Eux, ils ont un cadre interne qui s'appelle le CSO, le Conseil supérieur des oulémas, qui va lui-même émettre les règles qui sont propres au Maroc. Donc, ils peuvent s'inspirer, s'ils le veulent, de l'AOFI, de l'IFSB, peu importe, mais ils vont émettre eux-mêmes leurs propres avis et toutes les institutions dans le pays vont devoir se conformer aux avis de ce CSO-là, de ce Conseil supérieur des oulémas. Donc, ça, c'est le modèle marocain très centralisé et qui permet en tout cas d'avoir des normes qui sont très spécifiques aux réalités, aux pratiques, aux us et coutumes de la zone. D'autres sont beaucoup plus, on va dire, globaux, même beaucoup plus généralistes, donc qui vont mettre peut-être un charia board central, ou bien qui vont s'inspirer en tout cas des normes de l'AOFI ou de l'IFSB, ça c'est là. Voilà. Donc, ce sont vraiment ces trois cas. Donc, c'est difficile aujourd'hui de faire une activité qui n'est ni prise en compte par le charia board, ni prise en compte par les textes réglementaires communautaires, ni pris en compte par les normes internationales de l'AOFI et de l'IFSB et qui, évidemment, par extraordinaire, ne seraient pas pris en compte par la jurisprudence. Donc, c'est difficile aujourd'hui de ne pas être couvert par l'une de ces réglementations, mais de ces régulations. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité d'inventer tout et n'importe quoi. On est obligé, en fait, d'évoluer dans ce cadre-là assez spécifique. Et ensuite, on a aussi des institutions qui vont se charger au niveau international de faire cet encadrement. Donc, on a dit l'AOFI, normalisation chariatique, comptable, audit et gouvernance. On a l'IFSB qui fait tout ce qui est normes prudentielles, supervision, surveillance et contrôle. On a aussi l'AIFM qui fait tout ce qui est régulation, mais normalisation du marché financier, des marchés financiers, voilà, le marché des capitaux aussi. On a des organismes de formation, donc l'ISDB, qui est l'institution de la Banque islamique qui est chargée de la formation, l'INSEF, qui est, on va dire, j'ai tendance à le dire, c'est pratiquement Harvard de la finance islamique, donc c'est l'une des universités d'excellence au niveau de la finance islamique. Et puis aussi, nous avons le CIBAFI qui aussi éventuellement essaie de faire son petit bonhomme de chez nous. Donc, ceci étant, on va aussi on va aller un peu plus rapidement. Bon, il y a la Banque islamique de développement, le groupe de la BID, voilà, qui aussi essaie de mettre en place, c'est une institution multilatérale de développement qui, à travers ses différentes filiales, ISDB, ISEC, ICD, ITFC, ISFD, différentes branches, différentes filiales qui chacune interviennent, ont un focus particulier. L'ICD, par exemple, se focus sur le secteur privé, voilà. L'ISDB, la formation, etc. et tout ça. Donc,
Et vraiment, voilà, c'est vraiment ce que j'avais déjà en premier lieu à partager concernant vraiment tout ce qui est principe et règlement. Ceci étant, on a quand même pas mal de marchés, comme je l'ai dit, le Takaful avec l'assurance, voilà, qui permet de proposer une alternative à l'assurance classique avec des spécificités, toujours avec un conseil de conformité ou un charia board qui va superviser tout ça, voilà, mais un comité consultatif de la charia. Et puis, on a un secteur des marchés bancaires qui va se concentrer sur tout ce qui est secteur d'activité, impact social, économie réelle. Les revenus généralement des banques et des microfinances islamiques sont générés par des frais, des commissions et des bénéfices, contrairement à l'intérêt, voilà. Et puis qui vont pratiquer un accent assez important sur la justice contractuelle, l'impact économique réel, social, des différents investissements, mais des différents financements qui seront mis en place. Les principaux contrats, comme je l'ai dit, on a 3 types de contrats en finance islamique. Les contrats de vente, mais les contrats non participatifs, les contrats de partenariat, voilà, ou les contrats participatifs, et puis les contrats sociaux ou les contrats de soutien. On va aller assez rapidement parce que je crois qu'il y a de fortes chances que j'ai dépassé le temps, ou bien c'est un peu bon? OK, d'accord. Donc, contrat de vente, donc on a le contrat l'un des contrats les plus utilisés aujourd'hui dans l'industrie, qui est le contrat de Murabaha ou d'achat-vente. Donc, selon la définition de l'AOFI, donc c'est un contrat qui permet à une institution financière de faire acquisition d'un bien et de le revendre en fait aux demandeurs de financement. Donc, il y a différentes phases, promesses, détention par la banque avant la vente et exécution du contrat. Donc, le client va va rembourser la banque. Schématiquement, ça donne ceci. Écoutez, une demande de financement qui est adressée par le client à la banque. La banque, pardon, ensuite va faire acquisition du bien. Donc, dans le cas d'espèce, ce sera par exemple un camion. La banque va acheter le camion. Après l'achat du camion, la banque va signer le contrat de vente parce qu'en finance islamique, il est interdit de vendre ce qu'on ne possède pas. Donc, après la demande de financement, la banque a obligation, la microfinance a obligation de faire acquisition du bien avant de venir signer le contrat de vente finale. Donc, il y a la demande de financement en amont, l'achat du bien, l'acquisition du bien. Ensuite, après l'acquisition, on peut signer le contrat et après la signature du contrat, on livre le bien au client. Et le client, ensuite, va payer ce qu'on appelle le principal plus un bénéfice. Voilà, c'est différent de l'intérêt, mais il y a une majoration qui est autorisée dedans parce qu'il y a un risque qui est pris, il y a un actif tangible qui est acquis et qui est vendu, sur lequel on a la possibilité, il est autorisé de pouvoir faire du bénéfice. Ensuite, on a le lijara, le leasing ou le crédit bail islamique, voilà, qui vraiment permet à l'institution financière de mettre à disposition du client, mettre à disposition du client, qu'on appelle ça un bien, mais sous forme locative. Donc, au lieu de lui donner un bien en acquisition, on va lui donner on va lui transférer l'usufruit du bien. Donc, il pourra utiliser ce bien-là en contrepartie, payer des loyers et lui permettre à l'institution de pouvoir faire une plus-value. Donc, différentes conditions, différentes phases. Donc, il y a une promesse aussi qui est faite qui permet à l'institution, tout comme dans la Mouraba, de se protéger en cas de désistement. Parce que, comme on l'a dit, après la demande, l'institution a obligation de pouvoir faire acquisition du bien afin d'éventuellement pouvoir contracter. Donc, il y a cette phase de promesse-là qui fait que le client s'engage à terme à au moins, on va dire, soit prendre ou bien dédommager, en tout cas, l'institution financière de ce qu'elle aura subi comme, on va pas dire préjudice, mais comme dépréciation, ou bien en tout cas comme dépréciation du bien qui aura été acquis. Et comme perte qu'elle va subir à cause de l'acquisition et de la non-revente du bien en question. Donc, schématiquement, ça donne ceci. Comme on l'a dit, numéro 1, demande de financement toujours, achat du bien en question, signature du contrat avec le client, transfert, livraison du bien à la banque et transfert de l'usufruit du bien au client final qui, lui, va payer des loyers en contrepartie. Donc, vraiment, c'est assez condensé, hein, assez bref parce que y a chaque partie, chaque phase a des détails dans lesquels on peut rentrer, mais bon, aujourd'hui, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Donc, on a le contrat de manufacture ou d'istisna, voilà, qui permet, en fait, qui va porter sur un bien qui nécessite une construction ou bien une conception. Donc, ça peut être un entrepôt, par exemple, qu'on ne vend pas, on ne vend pas d'entrepôt. En tout cas, c'est pas
facile d'en avoir, même s'il y en a qui sont, ça peut porter sur un entrepôt, par exemple, qui nécessite d'être construit. Là, sur l'image de l'illustration, on voit un pont, voilà, donc ça peut être un pont, ça peut être toutes sortes d'infrastructures qui nécessitent en fait une construction ou bien une confection. Donc, ce contrat permet de pouvoir euh, demander à la banque de construire le bien en question. Donc, la banque va signer un autre contrat qu'on appelle l'istisna parallèle, qui, lui, celui-là va consister à contractualiser avec un constructeur, quelqu'un qui est spécialisé dans la construction du bien en question, et puis derrière, livrer ce bien-là au demandeur de financement qui, lui, en contrepartie, va faire des paiements échelonnés, couvrant les dépenses plus la majoration que l'institution voudra bien concéder ou bien voudra bien réaliser sur le bien. Donc, des conditions de validité qui sont assez importantes des conditions. Donc, le prix à déterminer doit être très précis. L'actif sous-jacent aussi doit être bien précis. Et la condition pour que ce soit un contrat de manufacture ou istisna, pour que ce soit un bien qui ne soit pas disponible. Si c'est un bien, c'est-à-dire que si c'est une voiture, on peut acheter une BMW qui est déjà dans le marché, on ne peut pas faire de contrat istisna là-dessus parce que il faudra, on fait de la mouraba, on va juste acheter pour mettre à disposition. Voilà. Donc, Murabaha et istisna et puis possibilité de istisna parallèle. Donc, une schématisation de ce contrat-là également nous permet de voir un peu ici que le client va faire une demande aussi d'istisna. La banque derrière va contractualiser ici, comme on le voit, avec le constructeur du bien. Et puis derrière, une fois que cela sera fait, elle va maintenant transférer le bien en question au demandeur de financement et en contrepartie, il va faire procéder à des paiements. On a aussi le salam, donc que j'appelle communément avance sur récolte. Donc, c'est une opération de vente dans laquelle une contrepartie, enfin, une institution peut décider de payer en avance une récolte qui sera livrée à une période différée, à un temps différé. Donc, en amont, je pense que ça existe dans l'agriculture. On donne des semences, on donne de l'engrais, et puis derrière, on récupère, par exemple, 1 tonne, 2 tonnes, ou bien peu importe, il y a une quantité bien déterminée qui doit être définie. Donc, c'est un contrat qui est basé sur une exception parce qu'il permet, c'est l'un des rares cas où on a la possibilité de vendre une récolte alors qu'elle n'est pas encore disponible. Voilà. Mais c'est parce que c'est dans un domaine assez spécifique d'agriculture. Vous savez, il y a deux secteurs qui sont beaucoup encouragés en finance islamique, l'agriculture et, en tout cas, tout ce qui est métier qui fait contribuer la main, comme on dit, les métiers de la main, ou en tout cas le commerce. Voilà. Donc, ce sont les deux activités-là dans lesquelles on peut voir certaines exceptions. Donc, le salam, par exemple, combine ces deux, le commerce et l'agriculture. Et il y a cette possibilité-là de signer un contrat, par exemple, pour dire que je te paye aujourd'hui 1 tonne je sais pas moi, d'huile de palme, par exemple, ou bien de noix de palme, et tu vas me livrer dans 5 mois, ou bien dans 10 mois, etc. et tout ça. Donc, vraiment, ça, c'est un peu cette spécificité-là. En termes de contractualisation, en fait, de schématisation, ça donne un peu ceci. Donc, un contrat salam qui sera signé entre une banque et puis un agriculteur. La banque a obligation, dans un délai maximum de 3 jours, de verser le capital du salam à l'agriculteur. Ne pas que ce soit un paiement différé contre une livraison différée, auquel cas le hasard, l'incertitude serait trop élevée. Donc, on demande que le paiement soit précis, voilà, à une date précise, un délai maximum de 3 jours. Voilà, charaïquement, c'est ce que la OFI donne. Mais bon, il peut y avoir des exceptions selon certaines réalités. Mais il faut que ce soit le plus proche possible de la signature du contrat. Et puis derrière, le paiement est fait au contrat, comme on a dit, contrat salam paiement. Et puis la livraison se fait à terme, donc au bout d'une date de livraison qui doit être bien déterminée et qui doit prendre en compte la date de récolte. Ensuite, la banque qui elle-même n'a pas vocation à traiter cette récolte-là a la possibilité de pouvoir éventuellement contractualiser avec un autre partenaire, donc dans un salam qu'on appelle un salam parallèle, qui lui sera preneur de cette récolte. Donc, je prends du maïs en amont, voilà, je donne de l'argent aujourd'hui, dans 6 mois, je récolte du maïs. Je peux aller contractualiser avec un constructeur pour lui vendre ce maïs-là à terme également, pour que quand l'agriculteur me livre, moi, je puisse livrer. Il y a beaucoup de cas où l'agriculteur va directement livrer au repreneur final parce que la banque n'a pas envie, ou bien en tout cas préfère ne pas supporter forcément un certain nombre de risques de conservation, etc. et tout ça. Donc, ça peut être écoutez, ça peut être négocié avec les charia boards ou bien exposé au charia board, mais de façon pratique, ça pourrait éventuellement créer des biais charaïques. Donc, c'est vraiment pas le principe de ce contrat salam-là.
Et puis, on a les contrats participatifs, comme on l'a dit, le contrat Moudaraba, qui est un contrat de partenariat. Donc, on va le voir dans la schématisation qui est beaucoup plus parlante. Les deux investisseurs enfin, les deux parties vont apporter, une partie va apporter des fonds, deuxième partie va apporter, qu'on appelle ça, un savoir-faire, et ça permettra en tout cas aux deux parties de pouvoir éventuellement contractualisé. Il y a une clé de répartition des profits qui sera signée au début du contrat et ça permettait à chaque partie de savoir combien elle pourra tirer en fait de ce financement. Donc ensuite, le dernier contrat, c'est la Musharaka, voilà, qui est la co-entreprise, un peu l'équivalent de ce qu'on appelle en anglais les joint venture. Donc ça permet à deux ou trois personnes de faire des apports avec des natures similaires. Donc, ça peut être des apports en numéraire, des fonds, tout le monde apporte des fonds, ou bien ça peut être des apports peut-être diverses natures en tout cas, donc différents types d'apports, enfin les mêmes types d'apports, mais différentes parties. Et on signe également une clé de répartition des profits pour à terme pouvoir éventuellement partager ce qui va être généré par le projet. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous concernant les produits des finances islamiques. J'espère que cela aura un peu ouvert enfin ça peut-être étanché un peu votre soif et votre curiosité. Je laisse la parole à madame la modératrice en tout temps vous remercie. Merci, Abbas Chérif, pour votre belle intervention et j'espère que on a pu profiter de voilà, de cette belle présentation-là. Pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, alors on parle du système financier islamique au cœur du développement de la zone CEMAC et la première présentation a été faite par Abbas Chérif, qui est consultant indépendant chez Islamic Development Bank. Euh, on va passer à Madame Fadila Foupoigny Mich. OK. Alors, c'est elle qui va, anyway, c'est elle qui passe la seconde présentation. Salam alaikum. Bonjour, chers participants. Nous allons poursuivre la présentation par la présentation des facteurs et opportunités que présente la finance islamique pour la zone CEMAC. Donc, les facteurs sont de trois ordres: les facteurs sociaux, les facteurs économiques et les facteurs institutionnels. Une minute. En ce qui concerne les facteurs sociaux, nous avons une population à forte composante musulmane au sein de la zone CEMAC et quelques défis de pauvreté et d'exclusion financière. Et par ailleurs, nous allons aborder la perception positive de la finance islamique au sein de nos États. La population au sein de la CEMAC est constituée de plusieurs religions et nous avons une prépondérance à la religion islamique au sein des États du Tchad et des États du Cameroun. Les autres pays tels que la République centrafricaine, le Gabon et la Guinée équatoriale et la République du Congo présentent eux aussi un fort potentiel de musulmans au sein de leurs économies. Nous allons poursuivre avec la pauvreté et la faible inclusion financière. En zone CEMAC, d'après les analyses de la Banque mondiale, la population vit en moyenne avec moins de 39 000 francs CFA par mois, pour un taux de pauvreté d'environ 31,1%. Peu sont ceux qui disposent de comptes financiers actifs au sein de notre région. En 2025, sur une population de près de 55 millions d'habitants, en 2021, sur une population de près de 55 millions d'habitants, à peu près 8 millions disposaient de comptes actifs au sein de nos établissements bancaires et de microfinance et de 14 millions de comptes actifs au sein des instruments de mobile money. La finance islamique, de par son caractère d'accessibilité, permettrait donc de résoudre ces défis d'inclusion financière. D'après notre étude récente sur les déterminants de l'intention d'adoption des produits bancaires islamiques au Cameroun,
67% des répondants considèrent que la finance islamique, de par ses principes et particularités, est une alternative financière viable au développement de notre région et va au-delà même de la religion. 47% des répondants sont de confession chrétienne et pour eux, la finance islamique correspond avec leurs valeurs et principes personnels, ce qui montre l'université du caractère de la finance islamique ou finance éthique et finance responsable. Les, les facteurs économiques, quant à eux, sont de deux ordres. La CEMAC est en proie à des défis de croissance économique et les PME au sein de notre région font face aux défis de financement. La croissance économique de la CEMAC, des analyses de la Banque mondiale, telles que vous le verrez sur ce graphique, montre entre 2022 et 2024 une croissance économique négative pour la plupart des pays et qui devrait s'établir à 2,4% en 2024, soit un recul de 8 points par rapport à 2024. En ce MAC, toutefois, la croissance est majoritairement tirée par les secteurs de la foresterie et des services, ce qui concentre le développement sur un pan du secteur économique. L'état des jeunes en ce MAC est tout aussi pas réluisant. Un jeune sur quatre au sein de la SEMAC n'est ni en emploi, ni en formation, ni scolarisé. Quand on sait que le secteur informel domine notre économie régionale, il y a de quoi fournir des outils pour combler ce gap. Ce gap est notablement dû par l'accès limité au financement pour les PME. Nous comparons ici l'octroi de crédit entre 2023 et 2024 par les établissements de crédit banque microfinance au sein de la CEMAC aux grandes entreprises, environ plus de 1 000 milliards de francs CFA, comparé à 491 milliards de francs CFA octroyés aux PME sur la même période. En dehors du défi d'octroi faible de crédit, lorsque les PME sont effectivement intégrées, elles sont plus soumises au taux d'intérêt, là à 10,23% entre 2023 et 2024, comparément aux grandes entreprises qui, elles, ont des taux d'intérêt sur les crédits plus faibles. L'Institut national de la statistique, en instance au Cameroun, compte que les PME constituent 99% des entreprises recensées au Cameroun. Donc, une très, très grande partie de tissu économique de notre région, 80 à 85%, et spécifiquement dans les pays. Toutefois, malgré ces grands défis, les gouvernements, les pays membres mettent en place plusieurs actions pour favoriser une intégration de la finance islamique. Plusieurs actions démontrent une volonté politique et un environnement juridique en évolution. En ce qui concerne la volonté politique, des stratégies nationales dans notre zone ont été adoptées. Nous avons à l'instar le Cameroun qui, dans sa stratégie nationale de la finance inclusive, a un axe spécifique sur la promotion de la finance islamique soutenu par un budget de 3 milliards de francs CFA, ce qui démontre son importance. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale a opté lors de son assemblée générale extraordinaire en 2024 pour la création d'un guichet islamique, c'est-à-dire que des projets d'infrastructure seront désormais financés par des financements conformes à l'éthique de la charia, mais aussi qui répondent à des soucis de transparence et d'éthique. En termes de paysage de collaboration avec des institutions de finances islamiques, la CEMAC n'est pas en reste. Le Cameroun, lui, titularise un portefeuille actif de projets avec la Banque islamique de développement à 1,1 milliard de francs CFA. Le Tchad, lui, a
est en cours de en place d'un projet de microfinance islamique au sein de son pays. Le Gabon est en cours de discussion, ainsi que la RCA et la Guinée équatoriale, avec plusieurs bailleurs de fonds et islamiques pour mobiliser des financements sur ce secteur. Le cadre réglementaire au sein de notre zone CEMAC est en train d'être graduellement construit et permet de renforcer la crédibilité de ce nouveau système qui est en cours d'implémentation vis-à-vis des partenaires extérieurs. La COBAC, notamment, qui est l'autorité de contrôle et de régulation du secteur bancaire dans notre zone, a émis un règlement qui régit les conditions d'exercice et de contrôle des activités de la finance islamique au sein de nos États, suivi par la CIMA, qui offre désormais un champ plus large aux assurances d'ouvrir des branches qui répondent à ces exigences propres à la charia. Nous allons continuer avec quelles sont les opportunités, comment est-ce que la finance islamique peut nous permettre dans notre zone de nous développer et d'avoir un accès plus important à des financements. Les micro-entrepreneurs. La finance islamique est beaucoup axée sur le soutien aux petites et moyennes entreprises. Des modèles de partenariat, de contrats de partenariat tels que la Mudaraba, la Musharaka, où les profits et les pertes sont partagés et qui prohibent les intérêts, permettent aux PME de pouvoir obtenir des financements de façon plus facile et sans avoir à se soucier à la fluctuation des taux d'intérêt qui sont pour la plupart du temps très élevés. Une implémentation de la finance islamique au sein du Cameroun se traduit par le projet de financement de la microfinance au sein des régions septentrionales du Cameroun, qui a soutenu 519 micro-projets dans les secteurs agricoles et artisanaux. Le même constat est observé au Tchad avec le Promifid. En dehors des micro-entrepreneurs, les États peuvent eux aussi utiliser des instruments de finance islamique pour financer leurs projets infrastructuraux. Nous avons au Nigeria un sukuk souverain qui a été émis en monnaie locale qui a permis de financer des infrastructures routières. Et aussi, un grand aspect de la finance islamique est qu'elle permet de mobiliser des capitaux étrangers. Notamment, la présence d'un cadre réglementaire permet de crédibiliser et de rendre les investisseurs plus rassurés lorsqu'ils viennent pour investir dans nos États. La Sonara, la Sud-Coton, eux aussi, ont eu à soutenir leur croissance grâce à des concours de Morabara qui s'élèvent à presque de 100 milliards de francs CFA. D'autres opportunités de la finance islamique pour notre région sont le renforcement de la stabilité financière. Déjà, la levée de fonds en monnaie locale par les soukouk. Et aussi la finance islamique, un des principes très importants est adossé à l'économie réelle, c'est-à-dire que tout financement est, est basé sur un projet qui existe et pas sur de la spéculation. De par les analyses après la crise financière de 2008 qui a réellement rebalancé les cas du système financier mondial, les pays d'Asie et du Golfe notamment ont présenté une meilleure résistance au choc et dû à leur système financier qui, qui s'adosse ou bien qui s'adossait au principe de la finance islamique. Un aspect très important aussi de la finance islamique dans nos États est la promotion de l'inclusion financière par l'utilisation des produits sociaux. La zakat, par exemple, qui est une obligation euh, pour une obligation islamique, est utilisée par des gouvernements, par des institutions
pour pouvoir lever des fonds et venir en aide aux populations les plus vulnérables. En Turquie, par exemple, nous avons une fondation de WACF. Le WACF, c'est une fondation qui regroupe des aides données de façon volontaire par des personnes pour soutenir divers projets sociaux qui permettent de soutenir des étudiants défavorisés en leur fournissant des bourses et des logements. Après avoir parcouru ces opportunités, comment est-ce que donc on peut mettre effectivement en place la finance islamique en zone SEMAC? Nous allons explorer les stratégies de sensibilisation, l'évolution réglementaire, le renforcement des parts des institutions et la digitalisation accrue. Plusieurs actions de communication sont nécessaires. Il nous faut déjà recentrer le dialogue, c'est-à-dire que les termes finance éthique ou finance responsable sont à utiliser pour repositionner la finance islamique, non pas dans une logique religieuse, mais dans une logique universelle, en prônant en fait ces principes de partage de pertes et de profits, de prohibition de taux d'intérêt, d'éthique, de transparence. Il est important aussi que des événements éducatifs soient organisés au sein de nos différentes communautés, que tant religieuses que, que communautaires. Un pan important serait l'intégration graduelle dans nos universités publiques et privées des modules de finances islamiques pour agrandir la connaissance et la proximité de ce mode de financement dans les esprits de la population. Au niveau institutionnel et réglementaire, bien que des avancées en termes de réglementation, COBAC et CIMA sont notées, plusieurs autres segments du système financier, tels que le marché financier ou même des spécificités des microfinances, ne sont pas encore vraiment abordées par nos textes. Il existe dans notre milieu des fenêtres islamiques qui sont des démembrements des banques conventionnelles qui proposent des produits spécifiquement conformes à la charia, mais qui dépendent toutefois de nos banques conventionnelles. Donc, il serait important pour renforcer la crédibilité de créer des filiales islamiques indépendantes tant sur la gestion que sur le fonctionnement. À nos jours, très peu d'informations sont disponibles sur le développement et l'implémentation de la finance islamique au sein de la zone SEMAC, malgré des financements octroyés à plusieurs banques et microfinances. Il serait important pour pouvoir montrer un impact plus grand que que des informations sur les projets soient partagées sur des sites web et mis à la disposition du public. Nous parlons d'une finance islamique au sein d'une région. Il est donc important d'harmoniser les pratiques et d'harmoniser les textes. La création d'un conseil régional de conformité charia accrédité aux différentes instances que nous avons vues plus haut, AOIFI, IFSB et IMF pour les marchés financiers, est nécessaire pour s'assurer d'un pays à l'autre d'une implémentation continue et similaire. Nous terminons donc notre présentation avec les outils de digitalisation et d'inclusion financière. L'inclusion financière est majoritairement dans nos États, euh, est majoritairement prônée par des microfinances. Il existe actuellement plus de 500 microfinances agréées dans notre région et l'introduction graduelle des produits de finances islamiques permettrait de toucher un public plus large. Les solutions numériques, nous avons vu plus haut que 14 millions de comptes actifs mobile money sont actuellement présents dans notre région. Donc, ce qui révèle l'importance des solutions numériques. Nous avons par exemple la microfinance Savannah Islamic Finance qui a lancé tout récemment une application de Savannah Money qui s'inscrit dans cette logique de digitalisation. Et la digitalisation donc permettrait à la finance islamique et, et aux acteurs du système financier de rendre plus accessibles leurs services et de renforcer leur compétitivité face aux offres bancaires conventionnelles.
Voici le résumé de ce que nous voudrions partager avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions. Hmm, Machallah. Merci, Madame Fadila, pour cette très belle présentation et vraiment pour nous, hein, les ingrédients, on va de plus en plus dans une meilleure compréhension sur tout ce système-là, banque et finance. Vous savez que pour nous, nous ne sommes pas très aguerris du sujet, mais déjà avec les deux présentations faites par Monsieur Abbas Chérif et Madame Fadila, alhamdulillah, on est vraiment, vraiment dans le bain. On va continuer avec Monsieur Mamadou. Mahmoudou Mamadou, qui est le directeur de la fenêtre islamique chez Afriland First Bank. Voilà, on attend aussi sa présentation, Inch'Allah. Toujours sur le thème, le système financier islamique au cœur du développement de la zone CEMAC. J'espère que vous allez bien. Je suis content d'être parmi vous en cette matinée. Merci au frère Abbas d'avoir bien voulu m'inviter à cet important événement. Merci aussi à l'ensemble des co-panélistes avec qui je partage le podium ce matin et à l'ensemble des invités. C'est toujours un plaisir, un honneur pour nous d'intervenir sur les questions relatives à la finance islamique. Maintenant, contrairement aux deux autres intervenants, je vais intervenir autrement. Je n'ai pas présenté un PowerPoint spécial pour le sujet, donc vous m'en excuserez. Et en guise de compensation, je vais ouvrir ma vidéo pour qu'on puisse échanger sur le point. Déjà, il y a un bon nombre d'éléments qui ont déjà été avancés par les deux précédents co-panélistes, notamment c'est quoi la finance islamique. De façon globale, Abbas a très bien résumé l'industrie dans sa globalité et toute l'architecture qu'il y a derrière. Par la suite, la sœur est revenue sur les spécificités de la zone CEMAC et tout ce qui est fait pour impulser l'activité. Et donc, à mon tour, je vais commencer peut-être directement au niveau de la CEMAC pour poursuivre le point avancé par la dame. Vous m'excusez, j'ai oublié son nom. Et par la suite, en deuxième point, je vais partager avec vous la petite expérience de Afriland First Bank sur les 10 dernières années en tant que pionnière de l'industrie. Et par la suite, je vais parler des challenges. Quand on est pionnier quelque part et qu'on est dans une industrie, il y a beaucoup de difficultés auxquelles on a fait face et auxquelles on continue de faire face. Et ces difficultés permettront peut-être aux nouveaux entrants de mieux comprendre d'où est-ce qu'on est parti et où est-ce qu'on est afin qu'ils puissent éviter les problèmes auxquels nous avons fait face pour qu'ils puissent mieux adapter leur stratégie. Et pour finir, nous allons parler de perspectives. Donc, la finance islamique en zone CEMAC, comme elle l'a dit, principalement au Cameroun et au Tchad, le contexte est un contexte socio-économique assez difficile, comme elle l'a déjà dit. Maintenant, de façon spécifique, les zones dans lesquelles on retrouve la cible principale de la finance islamique, qui est la population d'obédience musulmane, et je précise bien la cible primaire, mais pas la seule, et celle qui est la plus vulnérable pour plusieurs raisons. Elle est la moins éduquée de la zone CEMAC. Elle réside dans les zones les plus enclavées de la zone CEMAC. Elle, comme Abbas l'a dit, en Afrique de l'Ouest, au Cameroun et au Tchad, ce sont des zones où il y a des problèmes sécuritaires. Et pour finir, elle est la zone qui se trouve dans les zones climatiques les moins favorisées. Donc, quand vous avez tout ce cocktail-là, ça fait que les gens vers qui vous allez principalement pour parler de la finance islamique sont ceux qui sont le plus en difficulté de la zone CEMAC. Ça, c'est un complément sur les données chiffrées qui ont déjà été présentées pour la zone CEMAC pour vous montrer le contexte global. Donc, c'est dans ce contexte-là que Afriland First Bank commence son activité de finance islamique en 2014.
Et pourquoi Afriland commence? Parce que Afriland a dans son ADN le souci d'innovation. Afriland se vante en zone CEMAC d'être celui qui a démocratisé la banque. Avant Afriland First Bank en 1987, avoir un compte bancaire était un luxe. Et c'est réellement la banque qui est venue mettre un compte bancaire à la disposition de tous les acteurs et révolutionner cette façon de faire. C'est la banque qui va vers les clients et non les clients qui vont vers la banque. Donc ça, c'est à l'actif de la banque et ça a permis véritablement de changer la donne sur le marché. Et c'est cette façon de faire qui fait que Afriland jusqu'ici est moteur de l'innovation dans la zone. Et à travers l'histoire, ça s'illustre. Par exemple, les projets MC2 ont impulsé les microfinances dans la zone CEMAC. Ce sont des projets qui ont été lancés les débuts des années 90. Et c'est à partir de ces projets qu'il y a eu l'éclosion du marché de la microfinance au Cameroun. Donc, le marché de la microfinance a été impulsé par Afriland First Bank à travers ces MC2. Par la suite, il y a eu les projets MUFA qui sont des coopératives, mais féminines, qui ont aussi participé, notamment dans la zone de l'Ouest, du littoral du Nord-Ouest, à l'autonomisation de la gente féminine à travers des projets des femmes par les femmes et pour les femmes. Donc, sur ce segment aussi, Afriland First Bank a impulsé cette innovation. Et l'innovation la plus récente dans l'industrie bancaire de la zone CEMAC a été le projet de la finance islamique qui a été mis en place effectivement en 2014 avec l'accompagnement de la Banque islamique de développement, notamment ICD. Et depuis lors, la banque chemine avec l'institution et bien d'autres institutions. Donc ça, c'est pour brosser un peu l'histoire de la banque. Et depuis lors, la banque, avec d'autres acteurs, sont dans cette industrie-là. Maintenant, un dernier élément qui montre l'implication de la banque dans l'architecture de la finance et de la finance islamique de façon particulière et la gestion pour le compte de l'État du Cameroun du dossier du Hajj. Afriland est la banque qui organise le Hajj et qui accompagne les pèlerins camerounais. Donc ça, c'est à l'actif de la banque dans l'écosystème bancaire. Maintenant, les challenges. Donc, quand on commence une activité, on fait face à beaucoup de challenges et jusqu'à présent, les challenges sont là. Il y en a beaucoup, on va citer quelques-uns. Beaucoup de ces points ont déjà été évoqués par mes deux prédécesseurs. L'entrée d'une nouvelle réglementation qui a en même temps une opportunité, mais aussi une difficulté parce qu'il faut s'adapter. Il y a le mindset quand vous êtes dans un secteur où les gens sont habitués de faire que vous soyez dans une banque, que vous ayez en face de vous l'État ou des partenaires, il y a un mindset, une façon de faire qui est établie depuis 30, 40, 50 ans. Et arriver à faire changer les esprits pour montrer aux gens qu'il y a une autre façon de faire n'est pas toujours quelque chose d'aisé. Donc ça, le changement de mindset est quelque chose d'assez difficile. La cible, comme on l'a déjà évoqué, a une culture bancaire assez limitée. En troisième point, vous avez les lacunes en termes de disponibilité de ressources humaines dans la zone. Donc, il va falloir soit prendre des banquiers conventionnels qu'il faut former en finance islamique ou avoir des banquiers qui ont une maîtrise de la finance islamique. C'est quelque chose qui n'est toujours pas aisé. Les compétences dans le domaine, comme nous le savons tous, sont assez rares. Donc, la question des ressources humaines est assez critique aussi. En quatrième point, le marché de la ressource qui est la matière première de l'activité. La finance islamique, je ne sais pas pour les autres contextes, mais notre expérience ici au Cameroun nous montre que la finance islamique, contrairement à ce que les gens pensent en s'intéressant à cette activité, n'arrive pas à mobiliser, à drainer la ressource qu'il faut pour supporter ses ambitions de développement. D'où le recours aux lignes de financement et tout ce qui va avec. Donc ça, si la finance islamique veut réellement se développer, il faudra à l'échelle globale et chacun de nous dans son marché spécifique arriver à trouver des solutions innovantes pour mobiliser la ressource qu'il faut pour ses activités. Maintenant, il y a aussi des problèmes de système d'information qui se posent, que ce soit pour
les banques, les full-fledged, ou que pour les fenêtres. Mais là, le problème se pose davantage pour les fenêtres parce que quand vous êtes dans une seule banque, vous avez un seul reporting, vous avez en général des core banking qui ne sont pas adaptés à l'activité de finance islamique. Il va falloir avoir des core banking accessoires que vous allez gréver au core banking principal et faire fonctionner les deux pour que vous ayez un reporting réglementaire qui est quand même acceptable. Et donc ça, c'est un challenge réel que l'ensemble des fenêtres islamiques et même des banques islamiques ont. Peut-être lors des échanges, nous allons en profiter pour partager les expériences autour de la table. Euh, la cible de la finance islamique, qui est principalement la population musulmane jusqu'ici, globalement ne fait pas confiance à l'industrie. Ça, c'est mon expérience personnelle, je peux me tromper. Et encore plus aux fenêtres islamiques, parce que comme Abbas l'a dit tout à l'heure, le fait que c'est une banque qui, à la base, est conventionnelle et que du jour au lendemain, qu'on lui dise que non, il y a une autre façon de faire qui permette à cette banque de rester conventionnelle, mais de vous offrir des produits qui sont conformes à vos principes, ça faire comprendre ça à la cible qui a une culture bancaire assez limitée, c'est un challenge. Et ça, l'industrie doit travailler dans ce sens-là pour arriver à rassurer davantage. Et à ce propos, je pense que l'implication des érudits, des ulamas, est fondamentale. Sans quoi, je pense que c'est une problématique qui va continuer à ralentir le développement de l'activité. Des problèmes de fiscalité qui sont connus partout se retrouvent aussi en zone CEMAC avec les doubles taxations de contrats qu'il va falloir corriger. Et deux autres derniers points qui sont inhérents à l'activité de finance islamique, la complexité des contrats. Pour illustrer, si vous êtes en banque conventionnelle, si un client vient pour un projet, vous pouvez mettre l'ensemble des transactions dans le même contrat. C'est juste une question de montant et de conditions de paiement. Mais si vous venez dans une banque islamique et que pour résoudre le problème du client, vous avez à avoir 3, 4 contrats, vous devez avoir de façon distincte ces contrats pour des raisons de conformité parce que les lois qui sous-tendent les transactions commerciales ne sont pas les lois qui sous-tendent les transactions locatives, ne sont pas les lois qui sous-tendent les transactions participatives. Donc, si vous voulez avoir une conjugaison de 2, 3 contrats pour pouvoir financer adéquatement le besoin d'un client, vous êtes obligé d'avoir dans la transaction 3, 4 contrats. Vous avez des contraintes de coût et vous avez des contraintes aussi d'opérabilité même du projet. Et en dernier ressort, ce que je pense comme practitionnaire de la finance islamique depuis maintenant 10 ans, c'est une activité qui a comment dire, des structurations, des process qui sont assez lourds de telle sorte qu'il n'y ait pour moi, si je suis consommateur, que la conformité qui m'amènerait à adopter la finance islamique comparativement à la finance conventionnelle, au-delà des avantages de la finance islamique. Pour illustrer ma pensée, si je suis un salarié, que j'ai un salaire qui passe, je veux acheter un véhicule, je vais dans ma banque conventionnelle qui me débloque l'argent, je décaisse. Nous sommes des économies de cash, pas des économies organisées comme c'est le cas en Occident, des économies de cash où je reprends mes 4, 5 millions, je vais sur le marché, je fais le tour de 5, 10 vendeurs de véhicules, je choisis celui qui m'intéresse, je fais le tour et puis je prends, je le paye. Et lui, il n'est pas réticent parce qu'après, derrière, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de fiscalité qui va le suivre, il n'y a pas l'intervention de la banque. Donc ça lui facilite la transaction du point de vue conventionnel. Par contre, si je prends la même transaction, je vais dans une banque islamique, il faut que j'ai des proformas, il faut que mon vendeur soit assez organisé pour qu'il accepte que la banque le paye. Donc vous voyez toutes les lourdeurs derrière qui font que dans des économies qui ne sont pas organisées, la finance islamique a beaucoup de problèmes à pouvoir commercialiser ses produits, surtout si vous avez tous les autres points que j'ai déjà évoqués. La culture bancaire qui est faible, les problèmes de fiscalité, tout ça. Donc ça, c'est inhérent à l'activité, c'est des contraintes auxquelles nous avons à faire face, que nous ne pouvons pas changer parce que si nous les changeons, nous dénaturons la nature des produits. Mais c'est des problèmes auxquels nous devons réfléchir pour trouver des solutions opérationnelles pour alléger les process, pour que les produits soient compétitifs par rapport aux produits conventionnels. Et je pense aussi que la finance islamique prend beaucoup plus de risques que la finance conventionnelle et par conséquent, elle est beaucoup plus chère. Et quand vous êtes dans un marché où vous avez des produits de banque conventionnelle qui sont
vos concurrents directs qui sont beaucoup moins chers, qui sont beaucoup plus flexibles que vous et que les gens connaissent beaucoup plus. Le seul élément qui peut amener les gens à venir consommer chez vous, c'est la conformité. Et là, la conformité, c'est une question de foi et la foi ne se traite pas à la banque, mais dans les mosquées. Heureusement ou malheureusement. Maintenant, en termes de perspective, donc, vous excusez les problèmes, c'est aussi l'avantage pour nous d'être autour de la table parce que ça, c'est des questions de terrain au-delà de toute la littérature et les recherches qui ont été faites sur l'activité de finance islamique. Je partage avec les uns et les autres les problèmes de terrain afin que tout le monde puisse en bénéficier et que ensemble nous réfléchissions à des solutions qui fassent avancer toute l'industrie, que ce soit en CEMAC, en UEMOA ou d'autres zones qui ont les mêmes problématiques et les mêmes profils. Maintenant, pour finir, en termes de perspective, pour la zone CEMAC, c'est l'engouement des acteurs. L'engouement des acteurs, que ce soit les banques, que ce soit le régulateur, que ce soit les microfinances, que ce soit les cabinets conseils comme Abbas qui, euh, même si c'est virtuellement, en fait 3000, 4000 kilomètres pour venir organiser un événement ici et nous mettre autour de la table, tout ça, il y a cet engouement-là derrière qui fasse que ça, c'est des éléments de satisfaction qui font penser que nous pourrons éventuellement faire avancer les choses. Le deuxième point qui est un facteur de satisfaction, c'est l'entrée en vigueur de la réglementation qui crédibilise le secteur vis-à-vis des autres acteurs. Maintenant, on sait que nous ne sommes pas hors la loi, il y a une réglementation qui est là, les choses sont organisées, contrôlées. Donc, pour ceux qui sont réellement intéressés par l'activité, maintenant, ils ont plus d'assurance qu'il y a 2 ans. Donc ça, c'est aussi un gros avantage que l'industrie devrait exploiter. Il y a aussi la volonté du groupe de la BID, il faudrait que nous le reconnaissions pour réellement impulser cette activité, bien que euh, euh, l'industrie de la finance islamique aurait aimé que le groupe de la BID soit beaucoup plus flexible dans ces process, parce que là, vous avez les mêmes critères de sélection que les banques, que les institutions de développement conventionnelles. On analyse les ratios, on analyse. Donc, si vous voulez réellement démarrer, vous représentez 2% du marché, vous vous développez dans un contexte difficile d'innovation, de complexité, et que celui qui est censé impulser les choses vienne vous noter au même titre que celui qui est là depuis 30, 40 ans, qui bénéficie de 300 ans, 400 ans d'expérience. Je pense que du point de vue ou du côté de la BID, il y a nécessité à revoir les politiques pour mieux accompagner l'industrie, notamment dans nos zones respectives. En termes de perspective, pour le cas du Cameroun que je connais, il y a beaucoup plus de formations qui sont données dans les instituts de formation académique. Je vois beaucoup plus de masters, beaucoup plus de jeunes qui veulent venir à la banque pour faire des stages professionnels académiques. Donc ça, du côté de la ressource humaine pour accompagner l'activité, il y a aussi cette mouvance-là qui, à terme, pourra permettre aux acteurs d'avoir les hommes qu'il faut pour pouvoir porter le projet. Et pour finir, mes prédécesseurs ont parlé de la digitalisation qui nous offre beaucoup de solutions face aux lourdeurs que j'ai déjà évoquées des process de la finance islamique. Donc, on peut utiliser les nouvelles technologies que nous avons pour essayer d'être beaucoup plus interactifs, aller là où les banques ne vont pas, apporter de nouvelles solutions. Donc, en somme, la finance islamique a été présentée, le contexte de la CEMAC a été présenté par ma prédécesseur. J'ai essayé de compléter avec les éléments spécifiques à la cible dans cette zone-là. Par la suite, je voudrais évoquer l'expérience de Afriland sur les 10 dernières années, les difficultés auxquelles nous avons fait face depuis le démarrage et auxquelles nous continuons de faire face. Par la suite, les challenges au niveau réglementaire et pour finir, on a parlé de perspectives. Et sur ce, je vais remercier la modératrice. S'il y a des questions par la suite, je serai ravi de les prendre. Merci. Merci, Monsieur Mamadou Ahmadou, pour cette belle intervention, votre très belle présentation. Comme je le disais tantôt, on va de mieux en mieux pour nous, hein. On va de mieux en mieux dans le bain, hein. En tout cas, on essaie vraiment de comprendre tout ce système-là. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, une fois de plus, nous sommes en train de discuter sur
le système financier islamique au cœur du développement de la zone CEMAC. Et pour le moment, nous avons trois panélistes, Monsieur Abbas Chérif, Madame Fadila et Monsieur Marmadou Amadou. Alors, est-ce que certains participants ont des questions? Si vous avez des questions, veuillez le faire savoir, s'il vous plaît. C'est parti. OK. Non, ça va. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Vous levez la main pour que le secrétariat puisse activer votre micro et puis vous permettre de parler. Merci bien. Bonjour. Madame, Allô? oui, allô, bonjour. Allô? Allez-y, on vous écoute. D'accord, bonjour. Bonjour, madame. Je suis Ruth Verika Niobé. Je suis consultante en finances publiques et en développement du secteur privé. Je voudrais m'adresser à Monsieur Mamoudou. Je me demandais si justement, parce que moi, à mon avis, les professionnels sont plus à même de former. Les institutions académiques, ok, mais nous savons tous que comment on appelle ça, les diplômes, ce n'est qu'une présomption de savoir et très souvent, après, il faut encore trimer pour être expérimenté. Est-ce qu'un freelance ne peut pas avoir des courtes certifications qui vont permettre justement de former pas mal de gens et qui vont permettre de vulgariser la chose? Pourquoi? Parce que quand je dis, par exemple, que je travaille avec le développement, dans le développement du secteur privé, c'est que j'ai déjà eu à intervenir dans au moins trois programmes qui concernent les PME. Et tel que je vois, je vous écoute, moi je me dis, en attendant de trouver les solutions, vous seriez beaucoup plus efficace dans ce domaine-là, dans cet axe de coopération-là, parce que vous êtes très inclusif et vous êtes plus proche des entrepreneurs, vous êtes plus pragmatique que les banques ordinaires. Et c'est toujours une façon de soutenir le développement parce que si vous soutenez le secteur informel qui se formalise, ça permet aux PME de payer des impôts et ça aide toujours le pays. Les impôts, c'est la grande partie des recettes avec laquelle l'État gère ses engagements et participe au projet. Donc, ce serait déjà un début. Maintenant, on va attendre ensuite que les érudits prennent leurs décisions. Mais moi, c'est surtout l'aspect formation parce que le domaine de la finance étant assez vaste, j'ai fait de la mobilisation de ressources financières dernièrement et je me rends compte que, par exemple, à l'OACPE, là où il y a le nouveau secrétaire tchadien, là, on parle de ça, c'est-à-dire on parle de blended finance, c'est-à-dire associer deux types de financement. Généralement, il y a des subventions, mais il y a une finance un financement autre. Et moi, je pense que ça pourrait aider parce que l'OACPE travaille beaucoup avec les PME et développe les économies justement de ces pays en voie de développement. Voilà. Merci. Monsieur Mamadou, vous avez compris la question? Oui, mais juste pour précision, c'est Monsieur Mahmoudou. Mahmoudou, sorry, désolé. Monsieur Il n'y a pas de Mahmoudou, souci. Il n'y a pas désolé. de souci. Ok. C'est des synonymes, c'est des homonymes, mais c'est pas la même chose. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, la question, c'est celle sur la pertinence des formations académiques et euh, pour elle, la proposition serait que des institutions comme Afriland First Bank prennent le relais pour former. Donc, à la question, je vais dire oui et je vais dire non. Oui, pour le personnel de la banque, nous, c'est nous-mêmes qui formons notre personnel. Là, c'est dans notre ADN. Afriland First Bank forme tout le monde. Notre processus de formation en interne, quel que soit le métier, est de 12 mois. On a l'un des process de formation les plus complexes du secteur bancaire. Pour ceux qui sont au Cameroun le savent. Et pour nous qui faisons la finance islamique ici, on a deux types de staff.
Nous avons le staff qui est formé en finance islamique, certains de Malaisie et tout, et nous avons un staff qui, à la base, sont des banquiers conventionnels. Et ma petite expérience ici me montre que les banquiers conventionnels qui aiment la finance islamique maîtrisent mieux la finance islamique que ceux qui sont formés en finance islamique. Parce que la finance islamique, pour la maîtriser, il faut d'abord très bien maîtriser la banque. Et maintenant, quand on maîtrise la banque, on peut l'adapter aux activités de la finance islamique. Au sein de Afriland First Bank, nous qui avons un background, moi j'ai un background de banquier conventionnel. Donc, j'ai fait business management, j'ai pas fait finance islamique. Pour la petite histoire, ma première certification, je l'ai faite parce que je sais que la COBAC allait me la demander. Et c'est la seule que j'ai faite. Et jusqu'ici, et au sein de l'équipe, nous avions un collègue qui n'est plus avec nous, Bachirou, qui est l'un des financiers islamiques les plus brillants que je connais au Cameroun, qui est aussi un banquier islamique conventionnel, avec qui j'ai travaillé pendant quelques années avant qu'il ne parte. Donc, mon conseil aux gens qui veulent faire la finance islamique, maîtriser la finance conventionnelle, aimer la finance islamique, et même à travers l'auto-formation, vous allez pouvoir maîtriser l'activité. C'est pas sorcier. Maintenant, pour les autres catégories, je pense que pour que le secteur soit efficace, il faudrait que chacun fasse son métier. Les banques sont des praticiennaires, ils vendent les produits, le régulateur est là pour contrôler, les cabinets comme celui de Abbas sont là pour accompagner, ainsi de suite, ainsi de suite. Si les banques se transforment en centre de formation générale, je pense que ça va pas résoudre le problème du secteur. C'est plutôt travailler ensemble. Par exemple, les cabinets peuvent, avec les banques, travailler pour avoir des curriculums euh, qui respectent les attentes des banques. Il peut, par exemple, Abbas, je prends l'exemple, peut venir chez moi, tu veux recruter des staffs. Quand tu veux un staff, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il ait quel profil? Quelles sont tes attentes? Il doit maîtriser quoi? Ça, la banque peut travailler directement avec ces cabinets-là pour avoir des programmes qui sont spécifiques pour que quand ces jeunes-là ont ces certifications qui puissent être facilement intégrables dans l'architecture de l'industrie. Mais que ces banques-là se substituent aux cabinets, aux écoles, ça, je pense que ça sera contre-productif. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, bon, si tu Non, me permets aussi, hein, Habib, ça me convient. C'était surtout pour moi que je demandais si ça existait de votre côté. Mais là, vous me dites que déjà c'est contre-productif et donc justement que ça existe, mais que ça n'existe que pour votre personne. Donc, je comprends. Oui, pour nous, en interne, on le forme, mais pour l'industrie, il faudrait que chacun fasse son métier. Pardon, je ne vous ai pas suivi. Quand on enlève les écouteurs, je ne vous entends pas. Vous avez commencé avant de les... J'ai dit ceci, c'est pour résumer tout mon propos. Je dis, pour nos staffs, on le fait, nous formons. Par contre, à l'échelle de l'industrie, il faudrait que chaque acteur fasse son métier là où il est. Par contre, la proposition qui pourrait faire avancer les choses, c'est que les acteurs qui sont chargés de la formation travaillent avec ceux qui ont besoin de ressources pour avoir des programmes qui sont adaptés aux besoins des institutions pour pouvoir former les jeunes. ok, si vous me C'est permettez bien aussi, noté. Merci. je vais me permettre aussi, voilà, une petite réaction, on va dire. Voilà, bon, moi qui suis issu, on va dire, purement hein, de la finance islamique, j'ai un petit bémol à ce que mon frère Mamoudou a dit. Écoute, pour moi, ma position, parce que je trouve que l'industrie aussi souffre beaucoup de cette transfuge de la finance conventionnelle. Dans l'approche, surtout en termes de risque, les gens ont beaucoup une approche conventionnelle de tout ce qui est risque, tout ce qui est truc. Il faut quand même un nombre d'années avant qu'ils rentrent même dans le paradigme même de la finance islamique. Donc, je pense que la formation de base, le background en finance conventionnelle peut être un atout, mais dans certains cas aussi, ça peut éventuellement être un frein. Ça, c'est la première des choses que j'allais dire, juste pour un peu nuancer ce que mon frère disait. Mais maintenant aussi, comme elle a dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mamoudou a dit. Hein, écoutez, nous, notre travail, en fait, c'est d'échanger, comme il a dit. Nous, on envoie un formulaire aux institutions financières, aux banques, aux microfinances, pour recenser les besoins, pour recenser les profils, pour recenser en fait les différentes thématiques qu'ils ont besoin que leurs futurs employés maîtrisent. Derrière, on a un réseau international et ce webinaire en est un exemple qui nous permet de faire venir, de mettre la main sur n'importe quel expert qui est vraiment pointu dans son domaine et venir assurer cette formation-là.
Donc, ça peut être un expert académique comme ça peut être un expert professionnel. Donc, les cabinets ont cette agilité, cette flexibilité-là de recourir à tout type de consultants pour pouvoir faire des formations. Mais le plus important, comme il a dit, c'est de faire cette promotion-là, susciter des vocations et puis surtout proposer aux institutions financières le profil qui leur sied le plus. Voilà. Donc, c'est vraiment notre travail et c'est ce qu'on essaie en tout cas de faire. Voilà. Je pense qu'il y a deux autres questions. On va essayer de les... Ok, merci Monsieur Abbas Monsieur Chérif pour votre explication. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui, il y a M. Nabil Kasraoui qui a levé la main. Il y a D'accord. Mbaye ici aussi. Bon. Ok. Merci, cher Abbas. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est Nabil Kasraoui, le directeur général de FinDev Advisory. Je vous appelle de la Tunisie. Donc, j'ai capté sur WhatsApp et j'ai pas voulu rater Abbas, que je respecte beaucoup et que je salue ses efforts. Alors, j'ai de l'expérience en finance islamique académique en tant qu'enseignant auparavant, en tant que formateur-chercheur et en tant que praticien, étant donné que j'étais à la tête d'une institution de microfinance en Tunisie islamique que j'ai côtoyé de bout en comble dans toutes ses facettes, que ce soit de la gouvernance charaïque aux opérations de financement, process, etc. Et après, j'ai lancé ma boîte de conseil. Donc, actuellement, j'accompagne les microfinances islamiques, les banques, etc. Et j'ai beaucoup apprécié, saluer ça, c'est se baser sur les fondamentaux bancaires avant d'aller à à la formation en finance islamique. Euh, mon retour d'expérience avec lequel j'aimerais bien contribuer pendant 2 minutes, c'est que malheureusement, le cas de la Tunisie, par exemple, on a investi dans la formation, le développement des diplômes dans les universités, mais par la suite, le secteur, comment il s'est comporté dans le recrutement, il a recruté, il a recruté, il a recruté beaucoup plus il a recruté beaucoup plus ceux qui ont des diplômes conventionnels, pas ceux qui ont des diplômes en finance islamique. Ouais. Voilà, donc le marché ne s'est pas comporté comme on s'attendait lorsque j'étais à l'université. J'ai développé une licence en finance islamique, mais malheureusement, le taux de recrutement a été faible malgré les efforts que j'ai fournis. Ça, c'est de un, j'ai fait beaucoup d'efforts pour recruter ces gens étant à la tête d'une institution de microfinance islamique. Mais pour booster les actifs sous-jacents de la finance islamique, c'est ça l'indicateur qui a été présenté par la dame tout à l'heure, comment les actifs sous-jacents vont évoluer disons, dans le temps et dans l'espace, dans les différents pays africains. C'est ça ce qui importe le plus. Il est très recommandé à ce que toutes les industries travaillent ensemble. Il faut que la banque islamique supporte la microfinance islamique. Il faut que l'assurance TAKEFL coordonne au niveau de refinancement avec la microfinance islamique. Il faut que la capital investissement collabore avec la banque islamique, la microfinance islamique. Et surtout, il faut qu'on ait dans nos pays une vision holistique d'intégrer la composante finance sociale islamique, et je parle bien précisément du waqf et de la zakat, pour soutenir ces gens qui sont vulnérables dans la microfinance islamique, qui seront demain les clients de la banque islamique. Voilà, malheureusement, on n'a pas une vision holistique pour développer cette industrie. Chacun, il travaille sur son créneau, sans pour autant qu'il y ait un certain chef d'orchestre qui orchestre une vision pour le pays. Donc, pour le cas du Cameroun et les différents pays dont la finance islamique est émergente, je vous souhaite une bonne chance, mais ayez un peu une certaine vision d'orchestrer toutes vos activités et tous vos projets, que ce soit la fiscalité, la comptabilité, les systèmes d'information, et surtout d'intégrer les différentes composantes de l'économie islamique ensemble. Et je vous remercie pour le temps qui m'a été alloué. Ok, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur Nabil. Hein. Comme je rappelle au passage, Monsieur Nabil a été directeur général de Zitouna, voilà, l'une des premières institutions de microfinance en Afrique francophone. Voilà, je pense qu'on a beaucoup senti la couleur microfinance dans son intervention, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Voilà, je pense que Mbaye Si qui a levé la main aussi. Voilà. Oui.
Oui, bonjour à tous. C'est Banksy, auditrice interne dans une institution de microfinance ici au Sénégal. Et merci beaucoup pour ce webinaire vraiment enrichissant. Pour nous, les nouveaux entrants dans le secteur de la finance islamique. C'est pour juste conforter un peu ce qui a été dit précédemment par rapport au volet formation des agents en finance islamique. Donc, comme Monsieur Mahmoudou, je pense que c'est ça, l'a dit. Bon, même on constate le même problème ici en zone UEMOA. Parce que à la base, les agents qui évoluent maintenant dans la finance islamique étaient des agents de banque. Et à travers cette expertise bancaire, ils essayent tant bien que mal de s'adapter au processus dans la finance islamique et aux règles qui les régissent. Maintenant, moi, j'ai par contre une question par rapport à la gestion des risques en finance islamique. Quel mécanisme de gestion des risques les institutions financières islamiques peut-elles mettre en place peut-être pour concilier la conformité chariatique et aux exigences prudentielles de la zone du régulateur COBAC? Et quels sont les principaux risques potentiels liés à l'activité même de finance islamique? Merci. Ok, Mamoudou, tu réponds ou bien tu peux... Ok, je vais essayer, mais il y a des questions auxquelles, si tu es là, il faut que je prenne beaucoup de recul pour répondre à base. Non, t'inquiète, vas-y, mon frère, vas-y. Ok, je pense que sa question porte sur les risques de l'activité de finance islamique et les mécanismes de maîtrise de ces risques-là, si j'ai bien compris sa question. La, la question est assez vaste. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais essayer de circonscrire la question. Déjà, pour lui dire, quand on dit finance islamique, il faudrait qu'on sache les risques qui sont liés aux activités de banque islamique microfinance, les risques qui sont liés aux autres types, dont moi, je vais me concentrer sur l'activité bancaire. Sur l'activité bancaire, il y a deux catégories de risques à mon sens. S'il y a des éléments que je mets, euh, peut-être tu peux intervenir après et l'aîné M. Nabil Kesraoui peut aussi nous accompagner au vu de son expérience. Le plus gros risque auquel la finance islamique fait face et dont la banque islamique, à mon sens, c'est le risque de conformité et le risque de réputation. Ça, c'est le premier. Et tout ce qui est fait derrière, c'est pour rassurer par rapport à ce risque-là. Est-ce que nous mettons à la disposition des clients des produits qui sont conformes aux principes? Ça, c'est un. Pour moi, au niveau de la banque islamique, après le risque de réputation et le risque de conformité, le deuxième risque le plus important, c'est le risque de liquidité. Nous travaillons dans un environnement où le marché secondaire, le marché interbancaire, le refinancement auprès de la banque centrale, les produits de gestion de liquidité sont manquants. Et pour tout banquier, qu'il soit islamique ou conventionnel, il sait que le problème de liquidité, toutes sortes de banques ont un problème de liquidité de façon générale, mais le problème est encore multiplié par deux, par trois pour les banques islamiques au regard de ce que je viens de dire. Ça, c'est le deuxième grand risque pour moi. La troisième catégorie de risques pour la finance islamique, c'est des risques qui sont spécifiques aux produits. Chaque produit a ses risques qui ne sont pas les autres. Les produits de commerce, comme Abbas l'a si bien présenté tout à l'heure, ont des risques spécifiques. La Mouraba a ses risques. Les produits locatifs ont leurs risques qui ne sont pas les risques des produits commerciaux. Les produits participatifs, qui pour moi sont les plus risqués de tous ces produits, ont leurs risques particuliers. Et chaque produit a des mécanismes de gestion des risques qui sont propres. Je pense que la question ainsi posée par la dame, il serait peut-être plus indiqué qu'Abbas organise pour vous peut-être un séminaire de formation sur la gestion des risques spécifiques par produit. Là, ça permettra à l'ensemble du staff de savoir voici comment est-ce que le produit est structuré, voici les poches de risque pour la Mouraba et pour chaque poche de risque, voici comment est-ce que je le maîtrise. Je pense que ça sera beaucoup plus instructif pour vous que autour de cette table qu'on entre dans le détail parce que ça, c'est une formation d'au moins une semaine à mon sens. Merci.
bon, je pense que vraiment, hein, comme tu l'as dit, je pense que ces catégories de risques-là, effectivement, sont communs à presque tout le monde, hein, que ce soit le secteur bancaire, que le secteur de microfinance, voilà. Et comme tu l'as dit, surtout, c'est sur ça que j'allais insister, c'est que on a des risques qui sont inhérents à chaque famille, chaque catégorie de produits, en fait. Voilà. Donc, lors des formations, comme vous l'avez vu dans la présentation, on donne les différentes phases, les conditions de chaque produit et les risques aussi qui sont inhérents à chaque type de produit. Voilà. Et puis derrière aussi les différents mécanismes de mitigation de ces différents risques. Et puis parfois même, on va même jusqu'à certaines plateformes qui permettent aussi de pouvoir voilà, gérer un certain nombre de risques voilà, à ce niveau-là. Donc, des plateformes digitales et tout ça. Donc, vraiment, c'était ce que moi, j'avais envie de dire. Maintenant, je suis un peu surpris que Madame Si, qui appelle du Sénégal, dit qu'elle n'a pas d'option de formation. Bon, Mais écoutez, nous, on Abbas, est là pour... Oui, Tu m'excuses. Je te coupe. Il y a un élément que j'ai omis. Tu m'excuses. Tu vas revenir à la dame, s'il te plaît. Mhm. vas-y, vas-y, En vas-y. fait, oui, je voulais dire les risques de l'activité de finance islamique, notamment les banques. Il y a aussi une deuxième catégorisation qu'il faille qu'on fasse. Il y a des risques standards de crédit et il y a des risques spécifiques finance islamique. Que tu donnes un financement à quelqu'un qui n'a pas les capacités de payer n'est pas un risque spécifique à la finance islamique. Ça, c'est un risque standard de crédit qu'il faut analyser et mitiger par les mécanismes de gestion des risques de crédit. Il faut une activité viable, il faut un marché, il faut des garanties, tout ça. Ça, c'est des risques standards. Et donc, dans l'architecture, il faudrait arriver à séparer ces deux. Le risque spécifique, par exemple, dans une Murabaha que j'achète, le temps que le client vienne, il désiste, c'est un risque spécifique Murabaha. Mais que je lui cède l'actif qu'il ne me rembourse pas parce qu'il n'est pas de bonne foi et que je n'ai pas fait une bonne sélection, ça, qu'on soit banque islamique ou banque conventionnelle, ces risques sont des risques standards. Je voulais apporter cette précision-là avant que tu ne continues. Oui, tout à fait, tu as parfaitement raison. Donc, effectivement, les banques islamiques sont en tout cas sujettes à la plupart des risques de toutes les autres institutions, à quelques exceptions près, mais elles ont cette spécificité-là d'en avoir deux autres en plus, bon, on va dire une autre en plus, c'est le risque de conformité et le risque de réputation et tout ça. Donc, ça, c'est le risque supplémentaire qui est très spécifique aux institutions financières islamiques, en plus des Exactement. autres que tout le monde a. Exactement. Je pense qu'il y a M. Kassraoui Oui, qui a on a levé la main. deux mains levées et aussi Monsieur Adama Soukouna, mais on va commencer avec Monsieur Nabil. Ok, merci Abbas. J'ajouterai quelque chose qui est très important. Former les gens, développer les institutions, c'est très important. Mais aujourd'hui, ça, c'est du côté de l'offre. Du côté de la demande, est-ce que le client va acheter les produits de finance islamique ou pas? Ça, on n'est pas certain. Pourquoi? Parce que pour n'importe quel produit, il y a le consommateur, il est rationnel. Le consommateur, il veut la qualité du service, la qualité du produit, et il veut le pricing. Donc, moi, j'aimerais bien en tant que musulman que les musulmans viennent, disons, adhérer à cette finance islamique et souscrire tous les produits, que ce soit bancaires ou assurantiels, ou même microfinanceurs. Là, c'est par foi que je viens. Mais j'aimerais bien que l'on travaille ensemble pour que cette finance islamique soit compétitive, que nos produits de finance islamique, par exemple la Murabaha, soient compétitifs par rapport au crédit conventionnel, en termes de délai et en termes de pricing et en termes de services après-vente. Et là, on ne peut l'atteindre que si on intègre l'automatisation, on intègre la digitalisation dans toutes les composantes de notre vie et dans toutes les composantes du travail. La même chose pour les produits de compte d'investissement basés sur la mudharaba, sur la wakala. Donc aujourd'hui, si une banque islamique m'offre un produit avec un rendement de 3% espéré, alors que le conventionnel m'offre du 7%, donc là, je ne suis pas compétitif. Donc, il faut faire de tout notre mieux. Et là, c'est un peu le logo de cette intervention, l'idée, c'est que les produits de la finance islamique doivent gagner le terrain avec mérite, non pas avec la foi des gens parce qu'ils viennent à la banque islamique parce qu'ils sont croyants et ils veulent uniquement éviter le riba. C'est bon, éviter le riba pour le citoyen musulman, c'est bon, mais nous aimerions bien que la banque investit dans la digitalisation. L'écosystème et la réglementation, elle doit encourager les fintech islamiques, les insurtech islamiques et le crowdfunding islamique à se développer
pour que la prestation et les produits de la finance islamique soient des produits compétitifs, aussi bien sur le plan du pricing que sur le plan du délai et les canaux de communication et les canaux de distribution. Et je vous remercie. Merci, Monsieur D'accord. Donc, Nabil. Machallah. merci beaucoup, grand. Si tu me permets, Sidibé, j'ai Oui, oui, juste un vas-y. petit truc. Voilà. En fait, il a ouvert une brèche qui est vraiment tellement importante que, Oui, effectivement, dans les cours de marketing que nous dispensons, et puis conformément aussi à certaines études qu'on a eu à mener, en fait, on a trois catégories de clients dans les institutions financières islamiques. Tu as ce qu'on appelle, nous, on les appelle les financiers, des gens qui sont très exigeants sur la compétitivité des produits. Donc, ils vont regarder, ils vont faire un benchmark. Et puis, si le produit islamique n'est pas compétitif, ça ne les intéresse pas. Bien qu'il soit musulman, ou bien même s'il n'est pas musulman, mais c'est des gens qui ont beaucoup de ressources, qui peuvent apporter beaucoup de ressources, mais qui sont très, très exigeants quant à la quantité, la qualité et puis la compétitivité du produit. Dans la deuxième catégorie, qui généralement est la classe moyenne, eux, ils veulent des instruments performants qui va leur permettre de faire fructifier leur épargne. Donc, ils sont assez performants. Écoute, eux, ils sont un peu plus que les financiers. Ils sont un peu moins exigeants. Ils veulent juste que tu leur proposes des instruments d'épargne, d'investissement productif, etc. Et tu as la dernière catégorie qu'on appelle les irréductibles. Chez nous, dans notre jargon, c'est des personnes qui sont vraiment portées sur la foi, qui ne vont pas trop se poser de questions, mais qui malheureusement n'ont pas suffisamment de ressources. Voilà, ils n'ont pas suffisamment de ressources, donc ils seront certes là, mais écoutez, eux, ils ne vont pas forcément regarder ailleurs puisqu'ils seront concentrés sur vous, mais en termes de ressources, ils n'auront pas forcément de ressources. Donc, quand on conçoit des produits financiers islamiques, il faut tenir compte de ces trois cibles-là et puis avoir le bon produit pour la bonne cible. Mais la foi seule n'est pas toujours suffisant. Voilà, c'est pas toujours, peut-être dans certains pays, mais pas partout en tout cas. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie d'ajouter. merci, Monsieur Abba. J'aime bien cette expression-là. La foi seule n'est pas suffisante. Voilà. On a Monsieur Adama Soukouna qui a la main levée. Inch'Allah, on va lui donner la parole. Bonjour à tout le monde. Je remercie les intervenants Bonjour. pour la qualité des informations données. Je remercie particulièrement Abbas Sherif, à qui j'ai eu à discuter avec lui. Je travaille sur un thème sur la finance islamique et il m'a partagé des documents par rapport à cela. Maintenant, nous sommes au Mali, dans la zone IMOA. Comme les séminaires, c'est un petit peu sur la zone CEMAC, mais cela n'empêche de pouvoir poser deux questions, respectivement à Abbas et M. Hamadou Mamoudou. Je pense que j'ai bien prononcé. Pour M. Mamadou, je pense qu'il a parlé de la double taxation de contrats, faisant référence à la cherté des produits islamiques. Voilà, si il peut revenir un petit peu par rapport à ce double taxation de produits. Ça, c'est la première question. Faire une petite, donner des informations par rapport à cette double taxation. Et également pour M. Abbas Sherif. Donc, je pense qu'il est un acteur important dans le cadre de la vulgarisation de la finance islamique dans les deux zones. J'aimerais savoir si dans notre zone IMOA, si il peut un petit peu fleurir sur les limites de la finance islamique dans notre zone, étant donné que c'est une zone qui est plus en plus, dans le pays de l'Oman, on peut quand même dire qu'il y a assez de musulmans par rapport à la zone CEMAC. Donc, ces potentialités-là sont des acquis, mais quelles sont les limites et les perspectives de la finance islamique dans notre zone IMOA qui est confrontée quand même, dans certains pays où on constate qu'il n'y a pas une volonté réelle, une volonté politique réelle pour inciter les gens à aller vers la finance islamique compte tenu de la domination écrasante du système conventionnel. Je vous remercie. Ok, Mamoudou, je pense que comme le webinaire porte sur la CEMAC, on va te laisser commencer. Hein, et puis après, voilà, moi peut-être je vais renchérir avec la zone suivante. OK. Est-ce que la Si j'ai bien question a été compris. bien posée?
Oui, si j'ai bien compris la question, il a Si demandé on a... qu'on élabore sur la double taxation des contrats. C'est bien ça. Oui, bon. Euh, pour, pour illustrer, je vais prendre un exemple, hein. Vous avez un client qui veut acheter une maison. Il vient à la banque islamique. La banque islamique, à travers un contrat Murabaha, décide de l'accompagner, ce qui implique que la banque islamique doit acheter la maison. Elle doit en avoir, pas la possession matérielle, mais elle doit en avoir une possession juridique au moins. Donc, les documents doivent être en théorie et en principe à son nom. Et par la suite, la banque islamique pourra revendre l'actif. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Maintenant, en matière de transactions immobilières ou même mobilières, la banque islamique, quand elle achète, il y a des droits d'enregistrement qu'il faut qu'elle paye en tant que nouvel acheteur pour que la propriété lui soit transférée. Et quand elle achète, c'est payé. Par la suite, il faut encore que lorsque la banque islamique transfère l'actif à son client, que la même transaction soit encore enregistrée. Donc, il y a cette double taxation, notamment sur les frais d'enregistrement. Ça, c'est un cas. Le deuxième cas qui est beaucoup plus général parce que celui-ci est spécifique, c'est la TVA. Oui, quand vous achetez, vous avez une TVA et lorsque vous revendez, vous devez avoir une nouvelle TVA. Ce qui fait que pour le même actif, la TVA au Cameroun, par exemple, c'est 19,25. En banque conventionnelle, si j'achète un actif, un véhicule, la banque me débloque 10 millions, je prends les 10 millions, j'achète le véhicule, je l'achète à 10 millions. Par contre, si la banque islamique pourrait être conforme à 100%, si elle veut me revendre le véhicule, elle achète d'abord à 10 millions, par la suite elle met encore 19,25, ce qui fait que le véhicule devient 10 millions plus 1 925 000, dont environ 2 millions de frais. Et donc là, ça rejoint le point de Nabil tout à l'heure qui disait que la banque islamique doit être compétitive. Pour un client rationnel qui représente en réalité, et comme Abbas l'a dit, la quasi-totalité des clients potentiels et non un irréductible, comme il l'a dit, pourrait accepter de payer ces 2 millions. Mais ils sont combien ces irréductibles? Il faudrait que la banque islamique puisse, à travers le contrat Mouraba, lui céder l'actif de 10 millions que la banque islamique lui donne à 10 millions. Et là, il faut des travaux au niveau des autorités fiscales, des autorités nationales pour aménager les textes pour que, comme en France par exemple maintenant, que la double taxation, notamment sur les contrats Murabaha, ne soit pas faite. En fait, c'est ça que j'avais évoqué pour la CEMAC, l'une des difficultés qui ralentissent l'essor de l'activité parce que ça touche directement, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça, j'ai bien apprécié le fait que il faudrait que l'industrie, l'ensemble des acteurs sachent que la finance islamique doit mériter sa place. Et pour qu'elle mérite sa place, il faudrait qu'elle soit compétitive par rapport au plus dominant, qui est la banque conventionnelle. Déjà, ils sont dominants, ils ont 98% de parts de marché. Vous devez être d'ailleurs plus rapide, plus proactif, plus digital, moins cher, service après-vente pour que vous méritiez la place que vous voulez avoir. Sinon, on va passer de webinaire en webinaire, mais le marché ne va pas décoller. Merci, Abbas. Ok, vraiment. Je pense que c'est pour ça, généralement, comme je le dis, que c'est intéressant qu'on fasse des sessions comme ça entre les deux zones. Parce que je vous garantis qu'on a quasiment les mêmes problèmes, ok, ici au niveau de la zone UEMOA. En termes quoi on appelle ça, en termes de challenge, comme il le disait tantôt, la taxation. Aujourd'hui, nous, on a une politique fiscale qui est régionale, donc la même politique qui doit être prise, qui doit être adoptée au niveau sous-régional de l'UEMOA, qui n'a pas encore statué sur, mais n'a pas encore légiféré sur les spécificités de la finance islamique. On n'a pas de fiscalité spéciale pour finance islamique. Donc, que ce soit les contrats Mourabaha, Jara et bien d'autres contrats, c'est le risque de double taxation et donc manque de compétitivité pour les autres produits, par rapport aux autres produits qui sont là depuis plus d'un siècle pour certains. Voilà. Donc, c'est le premier problème qui est là. Deuxième problème, un problème de ressources humaines, comme l'a dit tantôt Mamoudou. Écoutez, on se connaît pratiquement tous dans l'univers de la finance islamique à travers l'Afrique, parce que nous ne sommes pas nombreux, en fait. Voilà, on se connaît tous sur le continent, parce qu'à tout casser, on ne doit pas dépasser 300, 500 personnes. Sur tout un continent, vous vous rendez compte que ce n'est pas suffisant du tout. Donc, il est très important de
d'inscrire des curricula sur la finance islamique dans les différentes universités, de développer une véritable politique sous-régionale, aussi bien en zone CEMAC qu'en zone UEMOA, sur la finance islamique. Et puis, le dernier point, ce serait peut-être la communication. Il faut beaucoup plus d'actions de communication. Et étrangement, la plupart de nos pays captent suffisamment bien les ressources de la Banque islamique de développement pour les projets d'infrastructure, pour les levées de soukouk, etc. Mais au niveau micro, l'information ne circule pas suffisamment. C'est pour ça que nous cessons de mener ce genre d'activité. Après les webinaires de la zone CEMAC, on va aussi lancer ceux de la zone UEMOA et ça permettra aussi de pouvoir toucher entre autres. La comptabilisation aussi dans la zone UEMOA n'a pas encore été réglée. Donc, on a quand même aussi des soucis à ce niveau. Aujourd'hui, les institutions de microfinance des banques n'ont pas de référentiel comptable spécifique pour comptabiliser les opérations de finances islamiques. Elles le font avec un référentiel comptable conventionnel adapté, mais il y a beaucoup de rôles, de métiers qui vont s'inscrire dans le financement islamique qui ne sont pas pris en compte dans le référentiel comptable classique. Donc, je pense que peut-être si on a des opportunités, généralement, on en parle lors des formations, mais déjà, je pense que de pêle-mêle, c'est ce que je peux déjà partager avec vous. Merci, Monsieur Abba Chérif. On a 2 mains levées. On va prendre Monsieur Fifen, c'est ça? Oui, oui, on commençait par Monsieur Fifen. Lui, il est du Cameroun aussi, donc je pense que voilà. OK. D'accord, bonjour. J'espère qu'on m'entend. Oui, on vous entend. Ok, désolé, peut-être s'il y a un fond sonore, je suis en déplacement, donc je me déplace. Déjà, merci Abbas pour l'initiative. Moi, je remercie également l'ensemble des intervenants. C'est vrai que j'ai pris le webinaire en cours, donc je n'ai pas pu suivre l'ensemble des interventions. Alors, je voulais juste relever, peut-être souligner un autre problème. C'est un problème vraiment capital que mon cher grand frère Mahmoud a souligné tout à l'heure, celui de la mobilisation de l'épargne publique par les banques islamiques. Donc, justement, c'est un gros problème et je pense que ensemble, pour tous les acteurs, il faudrait qu'on réfléchisse ensemble sur la meilleure stratégie véritablement qui permettra de mobiliser les dépôts pour les banques ou toutes les structures qui font dans la finance islamique. Surtout qu'on sait qu'il y a des stratégies qu'on peut exporter. Et je pense que au niveau du Cameroun et de la CEMAC, on sait que on est dans les premiers pas. Il y a un gros problème au niveau de la culture bancaire même, parce qu'on sait très bien que le taux de bancarisation est très faible pour le Cameroun particulièrement. Et lorsqu'on parle encore d'une activité comme celle de la finance islamique, il y a un très gros problème d'éducation financière derrière. Donc, je voulais, comme on a un peu les grands frères aussi autour de nous, demander est-ce que Afriland ou alors Savannah ou tous les autres, j'ai vu le grand frère Nabil Kesraoui également, quelle est la stratégie véritablement? Est-ce qu'il y a une stratégie qu'on peut adopter qui apportera vraiment des fruits dans la mobilisation des dépôts pour les activités de finance islamique? Merci. On commence par toi, hein, comme d'hab. Hein. OK. D'accord. En fait, la question de la mobilisation de la ressource, je pense que c'est l'une des plus importantes de la finance islamique, notamment en ce qui concerne le Cameroun. Mais c'est un problème qui est global. En fait, le problème, il est aussi culturel et religieux. Quand vous analysez déjà, l'islam ne nous encourage pas à garder l'argent. Ça, c'est déjà un fait. Nous sommes une religion de dépense et non une religion de thésaurisation et d'épargne. Ça, c'est un. Deuxième, du fait de ce principe, vous allez voir dans toutes les zones où les musulmans se trouvent, les gens ont plus une incitation à consommer, à investir qu'à garder de l'épargne, parce qu'ailleurs, l'épargne rapporte de l'argent, sans risque. Vous avez un bon de caisse, vous avez un compte d'épargne qui vous rapporte 2, 3, 4, 5%. Et si vous avez plus de moyens, vous avez les placements dans les titres publics qui vous rapportent davantage. Et ça, cette culture a été installée au fil du temps et il faudrait pour la finance islamique trouver des moyens et des mécanismes pour pouvoir déconstruire ça dans les têtes des gens et leur montrer qu'il y a des alternatives d'investissement.
Sauf que quand vous êtes dans une industrie nouvelle et fragile, comme c'est le cas du Cameroun que je connais par exemple, les comptes d'investissement et les comptes d'épargne, arriver à les vendre au niveau que vous voulez pour supporter l'activité, c'est ça le gros challenge. Vous avez en face, comme on l'a dit tout à l'heure, des banques conventionnelles qui sont vos concurrents directs, qui donnent des rendements qui sont certains. Et vous venez proposer des rendements qui sont incertains, entre guillemets, quels que soient les mécanismes de réserve que vous mettez derrière. Pour arriver à faire comprendre à la cible que vous avez la sécurité et vous avez le rendement, ça c'est un travail de d'éducation qui prendra du temps. Et c'est pour cela que je pense partout où la finance islamique s'est développée, le côté actif s'est d'abord développé, les gens ont pris confiance et par la suite, le côté passif a suivi. Mais maintenant, la question qui se pose, comment est-ce qu'on fait pour développer l'actif sans le passif? On dit c'est avec les lignes de financement, peut-être avec les fonds d'investissement, ainsi de suite. Maintenant, les autres pistes, tout à l'heure, M. Nabil a bien évoqué la nécessité de digitaliser. Je pense qu'il faut toucher le maximum de personnes. Et là, les outils digitaux peuvent permettre aux banques et aux microfinances de toucher le maximum de personnes possible pour avoir tout un écosystème intégré. Parce que comme il a dit, si chacun travaille seul, les microfinances étant dans les localités qui sont beaucoup plus éloignées peuvent drainer la petite épargne pour la faire remonter à la banque. Les banques peuvent mettre en place des lignes de financement participatives avec les microfinances pour pouvoir irriguer l'activité. Donc, le concept que j'ai apprécié tout à l'heure, il a évoqué un mot, je pense c'est orchestre. Le concept d'orchestre peut faciliter à mobiliser cette épargne-là. Maintenant, pour finir, on a déjà évoqué les aspects process et performance. Il faudrait aussi que l'aspect accompagnement des leaders religieux pour que la confiance s'installe soit aussi utilisé. Donc, je ne sais pas s'il y a des compléments que Abbas veut donner. Merci. Ok. Oui, bon, je pense que tu as vraiment trouvé le maximum, hein, l'essentiel. Écoute, pour moi, aujourd'hui, comme tu le dis, il y a un instrument qui pourrait être assez intéressant, c'est-à-dire les comptes d'investissement, ok, mais qui sont quand même assez délicats à paramétrer, à mettre en place aujourd'hui dans l'environnement, comme l'a dit mon frère Mamoudou. Les gens n'ont pas cette culture-là de l'épargne active, ok, c'est-à-dire mettre de l'argent, voir les investissements boursiers, les fonds communs de placement ne draine pas autant de monde que ça, même s'il faut reconnaître que l'intérêt est de plus en plus grandissant, mais ça ne draine pas autant de monde qu'on aurait souhaité le mettre. Aujourd'hui, c'est très important de pouvoir, ce serait assez intéressant de pouvoir. Moi, j'ai fait cette suggestion, là, par exemple, dans la zone UEMOA, mais ça n'a pas vraiment pris parce qu'on a des contraintes réglementaires. Permettre à ceux qui, les fonds communs de placement, de pouvoir, pourquoi pas aussi investir dans les microfinances. Ça leur ferait, dans les banques aussi, pourquoi pas, ça pourrait leur apporter de la liquidité et ça pourrait aussi, en tout cas, fluidifier un certain nombre d'échanges entre les différentes institutions. Mais aujourd'hui, par exemple, dans notre zone, c'est pas permis aux fonds communs de placement, par exemple, de faire des placements directs au niveau des SFD ou bien des établissements de microfinance. Peut-être que je ne sais pas quelle est la réalité au niveau de l'Afrique centrale. Mais ce serait vraiment de faire ça. Collecter, par exemple, des épargnes aussi auprès de la diaspora. Ça aussi, il y a des véritables capacités de mobilisation de ressources là-bas aussi. Les diasporas qui sont installés à l'étranger ont quand même des excédents assez intéressants qu'ils envoient par des moyens parfois informels pour pouvoir appuyer un certain nombre de membres de la famille, mais certaines causes. On peut aussi capter ces flux-là et puis quand même voilà, faire bénéficier les instruments, nos institutions financières islamiques. Donc, je pense que, bon, voilà, voici pêle-mêle ce que je pouvais ajouter, mais je pense que Mamoudou a vraiment voilà, il a parcouru le maximum. Bon, je pense que là, il est midi 4. On va prendre encore je pense qu'il restait deux mains que j'avais vues depuis, docteur Nassien et trucs. Et puis, bon, je pense qu'après ça, Ils ont on va chercher. malheureusement, Ah bon, ils ont baissé la main? oui, Ok, d'accord. Je malheureusement. pense que voilà, ça tombe très bien. Donc, comme il est midi, on va essayer de remercier les uns et les autres. Vraiment, merci Oui, beaucoup, Madame Sidibé, pour cette brillante modération des je vous interventions. en prie, merci à vous Je, aussi. je remercie aussi tous mes frères, M. Nabil Kasraoui, M. Mamoudou. Je présente mes condoléances à M. Mouktar, d'autres pour votre fraternité. Voilà. Merci à toutes ces personnes-là qui sont avec nous depuis le premier webinaire.
Merci à M. Mamoudou de Afriland pour son partage d'expérience, pour vraiment ces échanges assez enrichissants et puis assez pratiques. C'est surtout ça que nous recherchons au niveau du cabinet Abbas Chérif, avoir voilà, des échanges très pratiques, des choses qui font avancer les choses, pas rester que dans la théorie, mais vraiment aborder des questions très pointues pour pouvoir faire bouger les lignes. Merci aussi à M. Nabil Kassraoui, voilà, pour son expérience, son apport dans tous ces échanges. Et on espère qu'on aura la possibilité de se revoir très bientôt, Inch'Allah, pour la même série, même plutôt dans c'est la zone UEMOA. Pour conclure, j'allais vous inviter tous aussi à prêter une oreille attentive à ce que nous avons appelé la rencontre africaine de la finance islamique qui va se tenir en décembre prochain, Inch'Allah, en novembre prochain, Inch'Allah, au Sénégal, qui va réunir vraiment qui va essayer de réunir tous les professionnels, tous les institutionnels de la zone UEMOA et de la zone CEMAC pour pouvoir poursuivre, avoir ce genre d'échanges-là, comme l'a dit Mahmoud, sur des thématiques assez précises et puis réunir tous les acteurs et pouvoir y avancer. On espère qu'Allah nous accorde cette date-là en vie et en bonne santé et on espère pouvoir avoir tout le monde avec nous pour pouvoir vraiment avoir ces échanges. Je vous remercie et puis voilà, je vais laisser la parole à la modératrice pour conclure et finir le webinaire. Alors, merci à vous, merci à Monsieur Chéri. C'était une toute première expérience pour moi, déjà d'être avec autant d'experts. Et j'ai été vraiment ravie d'être parmi vous, très honorée. Et c'était une discussion très, très enrichissante. Donc, je tiens à vous remercier, à tous les participants, euh, voilà, toutes les personnes qui ont participé, les intervenants. Donc, je vais prendre congé de vous aussi. À Monsieur Mamoudou, merci et au revoir. Monsieur Nabil Kesraoui, merci aussi pour votre participation. Et Madame Fadila, merci à elle. Monsieur Chérif, à vous aussi et à toutes les personnes qui nous ont fait honneur de leur participation.